Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Lisa. Avec Lisa, on va parler d'une cicatrice un peu particulière, une cicatrice dont on parle peu. On va parler de la cicatrice du périnée. On va parler d'une cicatrice qu'on appelle le périnée complet, qu'il soit pathologique ou non. Et on va parler un petit peu de ses suites de postpartum et de ses cicatrices pas comme les autres. Je remercie beaucoup Lisa pour sa confiance, qui est actuellement enceinte d'ailleurs et qui accouchera bientôt de son deuxième enfant. Et je la remercie à la fois pour sa confiance dans cet épisode, ses bons conseils, mais aussi pour tout le travail qu'elle mène par sa nouvelle activité professionnelle justement auprès des femmes en postpartum. Merci à toi de nous parler de sujets qu'on connaît toutes et qui sont pourtant tabous, comme voilà, ces cicatrices de périnée, comme les hémorroïdes et comme les sujets d'incontinence, de points, et l'état dans lequel peut terminer le corps après un accouchement voix basse, parce qu'il n'y a pas que les cicatrices de césarienne qui font mal et qui handicapent au quotidien les femmes pendant leur postpartum. Je vous souhaite une belle écoute et une belle rencontre avec Lisa. Bienvenue Lisa dans le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Bonjour, merci à toi Audrey. Je suis très contente qu'on enregistre enfin cet épisode, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et puis surtout, je suis très contente que tu puisses prendre la parole, à la fois pour nous parler donc des cicatrices qui sont le sujet d'aujourd'hui, mais aussi ton projet, enfin de ton projet qui n'est plus un projet, qui est lancé, professionnel, qui est lié à tout ça. Et c'est génial que tu puisses prendre la parole là-dessus. Justement, pour qu'on en sache plus, est-ce que tu veux bien te présenter, un peu comme tu as envie, voilà qui tu es? Et puis ensuite, de nous dire de quelle cicatrice on va parler aujourd'hui, puisque tu sais que le mantra, c'est, «Pas de cicatrice sans super-héroïne». Donc voilà, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Eh bien, moi, je m'appelle Lisa, j'ai 33 ans. Je suis mariée depuis 5 ans maintenant et j'ai un petit garçon qui a un peu plus de 3 ans et je suis enceinte actuellement de mon deuxième enfant. Yes, ça c'est de la belle surprise de ces derniers mois, que tu nous as Exactement. ouais. Justement, alors comme, il n'y a pas de cicatrice sans super-héroïne, est-ce que tu veux bien nous dire de quelle cicatrice on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se parler de ma cicatrice de périnée. Lors de l'accouchement de mon fils, j'ai eu une cicatrice du périnée complet compliquée. On y reviendra un petit peu tout à l'heure parce que je vais vous expliquer comment elle est, pas si compliquée que ça, finalement après avoir eu, plusieurs comptes rendus et débriefs. Mais, voilà, c'est cette cicatrice de périnée qui m'amène aujourd'hui à raconter mon histoire. Et du coup, de ce qu'on c'est ce qu'on appelle un peu, entre nous, on appelle ça, ton périnée complet. Est-ce que tu peux, un peu justement expliquer à ceux qui savent pas forcément ce que c'est, exactement, en gros, en quoi consiste cette cicatrice? En quoi, en fait, c'est pas juste une petite déchirure ou une Mmh. épisiotomie? Mmh. Alors dans les déchirures du périnée, il y a une gradation, on va dire. Il y a, 4 stades. On parle de 4 stades de déchirure. On parle du stade 1 qui sont des déchirures très superficielles, du stade 2 qui sont généralement, OK, on a un peu plus de muqueuse, il y a pas juste de la peau qui se déchire. Stade 3 qui est le périnée complet. Donc quand on parle de périnée complet, ça veut dire qu'il y a une déchirure qui part du vagin jusqu'à l'anus. Et le stade 4, c'est un périnée complet compliqué. Et pourquoi compliqué? Parce qu'en plus de toucher le sphincter externe de l'anus, ça va toucher la muqueuse anorectale et le sphincter interne de l'anus, qui là peut poser des problèmes beaucoup plus compliqués en termes de convalescence, parce que notamment incontinence fécale qui peut être très handicapante dans la vie des femmes qui ont ce type de déchirure. Et ouais, on en parle très peu parce que justement du fait de ce lien, aussi, au sel et cetera, c'est voilà, on sait que par exemple quand on accouche, on est toujours gêné de dire: «Ah bon?» On peut avoir un moment, voilà, à perdre des selles sur la table et tout Mm, quand on mm. pousse, c'est quelque chose qui est enfin voilà, qui est pas forcément qui met pas à l'aise et pourtant bon, bah, qui est naturel et voilà, mais c'est juste qu'on nous l'explique pas, c'est vrai que c'est un peu tabou. Je sais que tu as fait un livre blanc sur le postpartum, mais est-ce que je ne sais pas si c'était abordé dedans ou pas, mais est-ce que tu as des chiffres sur, le périnée complet justement et périnée complet compliqué? Heu, Ouais. à peu près combien d'accouchements ça représente? Bah, alors le compliqué, oui, je connais bien parce que j'avais regardé les chiffres. Le périnée complet compliqué, c'est entre, 0,5 et 3 des accouchements. Donc c'est quand même très rare. La bonne Ouais. nouvelle, c'est que si vous accouchez bientôt, vous avez très peu de chances d'avoir ce type de déchirure. Donc voilà, ça reste effectivement, heu, pas de chance, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est une situation assez,
assez rare avec des facteurs de risque qui sont le fait d'être primipare. Quand on accouche de son premier enfant, évidemment, bah, le périnée n'a pas forcément travaillé avant. Et l'extraction, les deux gros, c'est ça, c'est le fait d'avoir un premier enfant et l'extraction instrumentale. Donc, quand on va devoir venir chercher le bébé avec des spatules, notamment, il y a effectivement un plus gros risque de déchirure. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres facteurs de risque qui sont, bah, effectivement, si on a une anesthésie, donc une péridurale trop importante qui fait qu'on ne sent pas la poussée, le bébé qui se dégage et qu'on va mal pousser, et ben, encore une fois, on a des déchirures plus importantes du périnée. Voilà, donc à tous les On a tout dit. obstétriciens qui entendent ça, merci de ne pas surdoser nos péris. Merci. Oui, parce qu'en fait, effectivement, donc ça peut aller jusqu'à un périnée complet, voire un périnée complet compliqué, mais ça peut aussi faire des déchirures. Enfin, de base, par exemple, c'est vrai, autre chose dont on ne parle pas, moi je vais en parler là bientôt parce que ça fait aussi partie des cicatrices, c'est les hémorroïdes. Mm, C'est qu'en fait, tu peux te retrouver avec un accouchement voix basse, mais même une césarienne si tu as poussé avant, mm, avec, en fait, c'est pas vraiment des lésions, mais c'est vrai des hémorroïdes au niveau de l'anus et puis une déchirure assez importante. C'est vrai qu'on en parle assez peu et que pas mal de femmes aussi peuvent avoir cette attitude de dire bah oui, mais c'est comme ça depuis toujours, etc. C'est mm, normal. C'est-à-dire qu'en fait, on doit et dire que c'est formidable d'accoucher et en même temps dire attendez les gars, c'est normal qu'on mm, se mm, prenne un mm. chou-fleur. Enfin, vraiment, tout le Ouais. monde trouve ça normal. Alors qu'en fait, bon, il y a des cas évidemment où potentiellement tu vas nous raconter ce qui s'est passé, où Mm, mm. justement, bah, est-ce que c'était inévitable? Est-ce que ça dépend peut-être aussi, t'as pas parlé de macrosomie, mais peut-être que s'il y a un sujet de macrosomie, de tonicité de la peau, je sais pas, enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de sujets potentiels qui peuvent amener à ça. Mais Ouais. c'est vrai que on en revient toujours à ça aussi, tu sais, avec Wendy Woman et aussi Mm, des fois certains départs en césarienne ou certaines manières de faire des mm, césariennes. On traite un peu des fois les femmes de manière ultra médicale et c'est pas toujours nécessaire. Et c'est vrai que mm. le surdosage de péri, moi je le vois aussi, comme toi, dans les retours des femmes, on a des femmes qui sont très abîmées. Parfois, Oui. c'était pas nécessaire. Ouais, ouais. Voilà. Et en plus, psychologiquement, on va leur dire vous poussez mal et en plus, elles s'abîment beaucoup Ouais, ouais. avec toujours un peu cette honte et cette gêne d'aller parler de ça. Donc voilà, c'est vrai que si vous avez envie d'apprendre sur ce sujet, écoutez cet épisode. Si ça vous met mal à Ouais. l'aise, Non, non, mais je on pense que pourra en ce écouter un sujet, autre. Mais ouais, il est hyper il faut en important. parler. Il est hyper important. Et en plus, enfin, c'est le système. Moi, depuis que du coup, je me suis renseignée sur effectivement pourquoi j'ai eu cette déchirure, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les facteurs de risque, j'ai lu différentes études, etc. Je me suis un peu ouvert aussi au sujet de l'hypermédicalisation versus la physiologie de la naissance. Et évidemment, il y a beaucoup moins de. Enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne, hein, les obstétriciens ne vont pas nous le dire, mais il y a beaucoup moins de déchirures périnéales dans des accouchements complètement physiologiques où on n'est pas anesthésié, où on ressent la poussée réflexe. Donc la poussée réflexe, l'énorme avantage de la poussée réflexe, c'est qu'on sent quand le bébé va sortir et on fait sortir que le bébé. Parce qu'en fait, la poussée dirigée sous une péridurale où on ne ressent rien, on fait sortir le bébé de manière assez efficace, heureusement, mais on fait sortir tout le reste. Donc tu l'as dit, les hémorroïdes, parce qu'en fait, on pousse vers le bas, les prolapsus, parce que moi j'ai aussi une cystocèle, donc c'est une descente d'organes de la vessie. Enfin voilà, on fait tout descendre. Donc en fait, génial, le bébé est sorti, mais en fait, dans quel état on se retrouve après? Et ça, on ne nous l'explique pas. Et en fait, c'est quand même hyper important de se dire, j'ai toutes les cartes en main et je vais essayer de gérer, et on en parlera certainement après, mon accouchement de la meilleure des manières pour moi. Chacun a sa façon il n'y a pas une solution pour tout le monde, mais de se dire au moins je suis renseignée sur ce que ça peut créer comme autre souci handicapant dans mon quotidien par la suite, quoi. Ouais. Et enfin, c'est clé quand même. Tu vas nous raconter ton témoignage, mais c'est vrai que aujourd'hui, tu as la casquette à la fois de l'avoir vécu et la casquette de t'être renseigné sur le sujet et d'en avoir fait aussi ta mission de vie, en fait, parce que c'est aujourd'hui dans ton travail, alors pas sur ce sujet-là en particulier, mais sur le contexte en général, toi plutôt du postpartum, mais c'est une conséquence aussi, comme notre combat avec Wounded Woman sur les conséquences, donc tout ce qui va être post-opératoire, post-césarienne, c'est plus ça se passe mal en amont, plus forcément l'après, la convalescence, elle est compliquée. Et Exactement. donc, c'est vrai que tu as les 2 casquettes, mais avant que tu nous parles de ton témoignage vraiment personnel, je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire. Je crois que la clé pour travailler avec, voilà, avec de nombreux professionnels de santé, tu vois, on a 11 spécialistes dans le board justement qui représentent toute cette pluridisciplinarité. On a une centaine de pros dans le réseau, donc c'est vraiment travailler et avec les femmes et avec les pros. Mais clairement, la clé,
ça va être de respecter la physiologie et de ne faire intervenir le médical que quand vraiment il y a une pathologie, un danger, et cetera. Et c'est vrai que de le faire entrer trop en amont, bah, ça crée ce genre de problème et on pourrait dire: «Oui, mais ça passe. OK, tu peux pas t'asseoir pendant 2 mois, mais ça passe». Non, mais les gars, mais vivez-le, en fait. Ouais. Parce Mmh que mh. non, c'est pas parce que ça passe que déjà psychologiquement ça passe, que tu gardes pas des séquelles qui sont un peu sourds. Tu sais, c'est Mmh. ces gènes que tu gardes en permanence et puis tu t'y es fait, mais en fait, ça te Mmh. handicape au quotidien. Mmh. Donc voilà et ça me fait penser à une vidéo là que j'ai vue il y a peu de temps sur les réseaux, mais je sais plus comment je l'ai vue, d'une femme qui est en train d'accoucher debout et dans un pays anglophone et l'équipe autour d'elle lui dit: «Mais attendez, vous êtes en train de pousser?» Elle dit: «Oui, oui» et en fait, elle crie un peu, tu vois? Elle Mmh. fait sa Mmh. poussée et elles lui disent: «Ah non, non, mais vous pouvez pas accoucher debout et tout» et en fait, elle est hyper bien et Bah, elle bien se sûr, ouais. tient, il y a son mari à côté d'elle et en fait, elle pousse parce qu'elle a envie de pousser et Ouais, son bébé sort et elle ouais, l'attrape en fait. Alors ouais, il y a une sage-femme ou en tout cas ouais. quelqu'un à côté qui est en Qui l'aide? sécurité Ouais, au cas où elle arrive, elle l'attrape, elle le ouais, met contre elle oui. et c'est vrai que, ben, voilà, pourquoi lui dire: «Vous pouvez pas coucher debout» si elle se sent bien et qu'elle est en sécurité? Mmh mh, Donc mmh. voilà, bref. En tout cas, hyper intéressant d'écouter donc ton témoignage et puis aussi de comment tu abordes ton nouvel accouchement. On en parlera après parce que Mmh. justement, j'imagine que tu vois pas du tout les choses de la même Mmh façon. mh. Ouais, ouais, complètement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bah, comment tu arrives un peu à la maternité? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu voulais une péri ou pas? Est-ce que tu voulais un Mmh. accouchement physio ou pas? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Tout à fait. Alors moi, j'ai un petit garçon qui s'est fait, attendre, qui s'est fait attendre un peu parce qu'il est né à 41 plus 5. Donc voilà, pour toutes celles qui n'ont pas encore, d'enfants, le terme en général est à 41 semaines en France et on se laisse selon les maternités entre 4 et 6 jours, max pour, ensuite faire accoucher les enfants. Et donc du coup, moi, j'étais à la limite, la limite de la limite et pour l'anecdote, mon travail spontané s'est déclenché donc un lundi soir à 20 h et j'avais, le déclenchement prévu le lendemain matin à 8 h 30. Ah, c'est bien. Voilà. Il s'est Et dit: en «Non, je ne veux pas Ouais, être déclenché!» ouais et en fait, moi, j'étais mal renseignée, peu renseignée, je sais pas comment dire ça à l'époque. Donc moi, ça faisait des jours que je faisais des pieds et des mains pour être déclenchée parce que, tu sais, fin de grossesse, tu en as marre, tu as envie de rencontrer ton bébé, tu es dans l'attente et cetera et Port-Royal, donc qui est la maternité où j'ai accouché à Paris, me disait: «Non, non, non, nous, c'est enfin, on attend les 5 jours et passé les 5 jours, on fait le déclenchement» et moi, j'y croyais plus. Je disais: «Mais qu'est-ce qui va se passer à 48 heures, 24 heures près? Est-ce que vous pensez vraiment que» ça faisait 3 semaines que j'avais ce qu'on appelle le fameux faux travail, donc des contractions, mais en fait qui finissaient par s'arrêter, qui n'étaient pas si douloureuses que ça, qui passaient avec du spasfon. Et il me disait: «Non, non, on se donne le max de temps» et cetera et je les en remercie aujourd'hui parce que du coup, depuis que j'ai lu effectivement ce que le déclenchement aussi entraîne comme Mmh. type d'accouchement, je suis ravie d'avoir, connu un travail spontané et d'avoir vécu du coup, la naissance de mon bébé qui avait choisi de venir à ce moment-là, quoi. On est, et j'ai passé en fait toute la journée de lundi à l'hôpital. Parce que, j'étais dans cette optique de, je vais être déclenchée, autant être là, rester là, j'ai pas envie de rentrer chez moi, enfin le truc de: «Je vais rencontrer mon enfant, de toute façon c'est mort, je Ouais. retourne pas à la maison», quoi. Ouais. Et en fait, à 19 h, il se passe toujours rien. Je suis ouverte à 1 h 30, à peine, les contractions sont là, mais elles partent, elles reviennent. Hem Et là, je me rends compte que je vais passer la nuit toute seule à l'hôpital en attendant le déclenchement de 8 h 30 et là, je me suis prise de panique et je dis: «Ah non, non», mais en voyant le plateau arriver, pour celles qui connaissent les plateaux des hôpitaux publics, c'est quand même sacrément dégueulasse. Donc j'étais là: «Ah non, mais moi je passe pas mon dernier repas toute seule à manger de ça dans une chambre, glauque» et donc là, je vais chercher la sage-femme qui n'était évidemment pas là, donc je me baladais dans les couloirs et je lui dis: «En fait, là, je veux sortir». Elle me dit: «Mais comment ça, vous voulez sortir? Là, vous êtes hospitalisée maintenant, on va attendre le déclenchement, c'est demain matin et tout» et je dis: «Non, non, mais moi, c'est pas possible, je veux rentrer chez moi. Là, enfin, si j'accouche pas maintenant, je rentre chez moi» et donc elle m'a dit: «Bon, c'est assez». Elle a fait, voilà, elle est allée regarder voir sa chef de service qui a accepté de me laisser sortir, alors que normalement, une fois que l'hospitalisation est lancée, on ne laisse plus sortir les mamans et elle m'a dit: «Bon, bah, on se retrouve demain, je comprends». En fait, elle m'a refait un bonito, elle m'a réauscultée, elle m'a dit: «Bon, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose qui a évolué. Je comprends que vous vouliez pas passer votre dernière, soirée ici» et donc j'ai pris un taxi pour rentrer chez mes parents qui étaient dans Paris, pas loin de la maternité et qui m'avaient dit: «Bah, rentre pas à la maison, fais venir, Victor qui est mon mari, on mange tous ensemble, on se fait un gros repas et puis on t'emmène le lendemain, à la maternité» Et et là, pourquoi je il était po pas avec toi à la maternité, lui, du coup? bah, il était venu et en fait, bon, bah, comme on a passé la journée et qu'il avait pas encore déclenché son congé paternité, il Ah était oui, reparti à la maison. En plus, il avait une grosse migraine, donc il s'est dit: «Bah, je vais dormir un peu et je reviens plus tard». Mais, en fait, il avait pas ouais. le droit d'être là la nuit, donc de toute façon, Ah oui, il serait pas d'accord. Ils revenu peuvent la pas nuit de rester toute le façon. soir, d'accord, Ouais, OK. ouais, de toute façon, il serait pas resté, tu vois? Du coup, bah, il était rentré, chez nous et je lui dis: «Bon, bah, moi, on se retrouve chez mes parents», il me dit: «OK», bon, bah, je saute dans le métro
et on mange tous ensemble. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, tout ça se passe le temps que faire le moment où je dis je veux partir, c'est 18h30, l'heure à laquelle ils servent les plateaux repas, l'heure à laquelle je me retrouve en dehors de la maternité dans un taxi pour chez mes parents, il est 20h. Je m'assois dans le taxi et là, j'ai une première contraction douloureuse et je me dis ah, là, il y a un truc chelou, c'est pas comme les autres. Donc j'arrive chez mes parents, on mange. Le temps de manger, de papoter et tout, ça fait 1h30 après, il est à peu près 21h30 et j'avais commencé à noter des trucs sur mon téléphone. Et là, mon mari regarde, il me dit «Beh, Lisa, ça fait toutes les 5 minutes et là, tu as l'air d'avoir un peu mal». Et en fait, j'étais tellement heureuse que ce travail spontané se soit lancé que j'avais mal, mais j'étais genre super contente, quoi. Et Mmh. là, à partir de là, effectivement, et là, je me suis rendu compte ce que c'était que mes contractions d'avant, est-ce que c'était que des vraies contractions de travail et qu'il y avait effectivement un petit delta. Et à partir de là, comme je savais que je venais de partir de la maternité, que j'étais dilatée 1, enfin, j'avais quand même un peu de temps. Donc j'ai mangé à fond, j'ai pris une douche, je suis allée me coucher en me disant «Bah, de toute façon, on va essayer de dormir». Alors pour la réalité, c'est que moi, j'ai pas dormi, mais j'ai Ouais, tout tu étais remis dans mon tranquille, tu étais dans un j'étais à la environnement maison, j'avais biais. mal, mais je Ouais. soufflais, j'étais tranquille. Bon, même si à l'époque, je savais pas forcément, j'aurais potentiellement dû être plus mobile et cetera, mais en tout cas, j'ai pris une grosse douche chaude hyper longtemps, ça me faisait du bien, Ouais, et tu t'es cetera. cocooné au max, Ouais, quoi. ouais, c'est ça, en me disant les quelques heures avant de retourner. Et puis, vers 2 heures, je crois 1h30, 2 heures, là, je commençais à vraiment enfin, j'arrivais pas à dormir et puis ça commençait à être de plus en intense. Donc je dis à mon mari: «Bah, franchement, on va y enfin, allons-y maintenant», persuadée, moi, qu'au petit matin, le bébé était là, quoi. Enfin, tu vois, Mmh. et donc on arrive à la maternité. La chance que j'ai eue, c'est que les urgences, c'était pas hyper j'ai attendu 1/2 heure, 40 minutes, enfin, c'est pas énorme. J'étais debout, voilà, gérer mes contractions. La sage-femme m'ausculte et me dit: «Bah, l'anesthésiste est là, on peut vous êtes dilatée à 3 maintenant, on peut vous poser la péridurale». Et donc moi, j'ai dit: «Oui», mais j'ai pas dit oui dans une optique de: «Je suis au bout de ma life, il faut me soulager». J'ai dit oui en mode: «Ah bah, l'anesthésiste est là, ah bah, c'est le principe quoi, si tu veux, c'est le déroulé. Bon bah oui, il faut que j'aille me mettre l'anesthésie», tu vois? Vraiment dans cette logique, de non-réflexion entre guillemets quoi. Ouais, Enfin, tu vois, tu t'es c'est pas l'étape dit logique. ouais, oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu étais comme, bah, nous toutes quand tu as pas bon après toi tu étais chez Alan, mais quand tu as pas la tête dans tout ce qui est santé, parcours et tout, tu Mmh, te dis: «Ouais, c'est normal d'avoir la péri quand tu c'est accouches». ça, oui, Tu oui. t'étais pas toi, tu t'étais pas dit de base, accouchement physio sans péri? J'y Tu ai réfléchi un temps, parce que j'avais une copine qui se posait la question et puis en fait très vite, je me suis redit: «Non». Enfin, j'avais hésité à me dire ils avaient une salle nature à Port-Royal et je l'avais visitée parce que la chance qu'on a, c'est qu'avant le covid, on pouvait visiter les maternités. Et du coup, j'avais visité la salle nature, je me dis: «Ah ouais, ça a l'air vraiment chouette par rapport aux autres salles». mmh. Mais bon, ça m'a traversé l'esprit une semaine et après je me suis dit: «Bon bah, enfin, tu vois, j'en fais pas tout un truc, quoi». Ouais, Et d'accord. donc péridurale, il est 3 heures du mat. Moi, je pensais que je voyais mon fils, quelques heures après, j'ai dit: «Oui», quoi. Ouais, OK. Et la réalité, c'est que, bah, ma péridurale, elle était très bien dosée, trop bien, enfin, trop dosée à mon goût, du coup, maintenant. Donc forcément, j'ai plus eu mal d'un coup. Déjà, la pause s'est très, très bien passée alors que ça me terrifiait. En fait, aucun sujet. Ça a marché tout de suite et après, j'étais allongée dans un lit, les pieds en l'air. Donc évidemment, bah, faire tomber un bébé quand on a plus mal du tout, qu'on ressent plus les contractions et qu'on est allongé sur un lit, pendant assez longtemps, c'était pas idéal. Et donc en fait, là, si tu veux, le moment où la péri est posée doit être 3 heures du mat et mon fils, il est né à 17h le lendemain. Ah ouais. Et donc la dilatation s'est faite, mais lentement. On dit souvent 1 heure, enfin 1 centimètre par heure, c'était plus lent que ça. Je suis arrivée à dilatation complète vers 14h le lendemain. Et là, ils nous disent: «Bon, bah, on vous laisse les 2 heures, réglementaires de descendre dans le bassin et cetera». Mais je suis toujours, si tu veux, je suis toujours allongée, quoi. Enfin, Bah oui. je suis pas descendue de ma table, Bah oui, enfin, parce qu'en fait, tu es tellement dosé que tu peux pas bah bouger oui, et je peux rien et faire. c'est horrible. En fait, tu sais, moi, j'ai vécu la même chose que toi avant de partir, moi, malheureusement en césarienne. Enfin, malheureusement ou pas, mais pour moi, malheureusement, Oui, ouais. parce que c'était pas mon projet, mais si tu veux, quand tes part et que tu as que des images de femmes qui sont sur le dos, les pieds dans les Bah étriers, oui, tu penses que c'est normal. bah Mais oui. une fois que tu as vécu ce que tu as vécu, toi, en plus avec la cicatrice que tu as eue, tu vas nous en parler tout de suite, c'est assez évident, comme tu dis, faire tomber un bébé, il y a un Mmh. sujet de gravité, les gars. Oui, bah C'est-à-dire oui, que si tu exactement. nous surdoses, le bébé, il est aussi anesthésié. Ouais. En plus, on est allongé, les pieds en l'air, donc en plus, en termes de gravité et de position, ben, à part mettre le bébé au fond de ton ventre, je vois pas trop où Mmh. tu vas le mettre. Mmh. Donc c'est vrai que c'est pas du tout logique, en fait. Ouais. Et puis même, j'ai envie de te dire, tu es resté longtemps anesthésié, ce que j'ai aussi vécu, et c'est pas non plus génial, d'être anesthésié aussi longtemps. Enfin, tu vois, quand tu y penses, Mmh. parce que du coup, tu te réinjectes l'anesthésie régulièrement Exactement, et ça, exactement. Ouais. c'est pas bon non plus, quoi. Ouais, Enfin, ouais.
Ouais, Vas-y, vas-y. exactement. Non, non, mais c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça le truc. Et du coup, la descente dans le bassin se fait pas très bien. Et à 16 h, vers 16 h, là, on commence à venir me voir en mode ça, enfin, ça avance pas trop. Là, je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à la césarienne. Donc, moi, tu vois, genre, le truc qui tombe. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que, et ça je l'ai beaucoup raconté dans mon blog et sur d'autres podcasts aussi, j'ai rien appris pendant tout l'accouchement, il n'y a rien qui m'a surpris. Alors après, ça peut décevoir, on peut ne pas être d'accord avec ce qui va se passer, ce qu'on nous dit, etc. Mais j'avais fait une préparation à l'accouchement avec une sage-femme qui avait été aussi sage-femme à Port-Royal, et donc de tout ce qui s'est passé, et ensuite je vais vous expliquer un peu les petites étapes, à aucun moment je me suis dit, ah, il peut se passer ça, je le savais. Et donc, j'ai rien D'accord, découvert jusqu'à ce que mon fils sorte d'entre mes jambes. Je n'ai rien découvert. Tu vois, d'accord. il y avait vraiment pas de surprise. Et c'est là où je dis l'accouchement, enfin, la préparation à l'accouchement est souvent très bien faite en France, mais le problème, c'est on prend l'accouchement comme la finalité et en fait, on ne raconte pas la suite, alors qu'en fait, c'est que le début de l'aventure, quoi. Et donc, on commence à parler de césarienne. Donc là, il y a des gens qui arrivent, tu vois, la lumière se rallume en grand, un anesthésiste qui revient, machin, tout ça. Ils appellent la chef de service. Et la chance qu'on a à Port-Royal, c'est qu'ils ont un test de pH. Le test de pH, c'est en fait, on va prendre une petite goutte de sang sur le crâne du bébé et on regarde son taux d'oxygénation. Parce qu'en même temps que la descente dans le bassin qui ne se faisait pas bien, évidemment, il commençait à y avoir un ralentissement du rythme cardiaque du bébé. Donc, ils n'étaient pas trop chauds pour attendre super longtemps. Et le pH est bon, donc ils me disent on a 20 minutes supplémentaires, on refait le test de pH dans 20 minutes pour voir si on doit partir tout de suite, il faut se faire sortir le bébé, ou si on a un peu de temps. Et ce qui laisse le temps à la chef de service de venir. Et la chef de service me dit vers, je sais pas, 16h30, le temps qu'elle arrive, 16h20, 16h30, on va faire un test de poussée et on voit ce que ça donne. Donc là, elle me fait pousser. Elle me dit, OK, quand vous poussez, il avance. Donc en fait, on va le sortir par voie basse. On vous aidera, mais on va le sortir par voie basse. Donc déjà, elle elle met de côté la césarienne à ce moment-là, Et pourquoi elle met de côté la césarienne? parce qu'elle a le temps, elle a le test du pH qui dit que le bébé est pas en mode urgence vitale à sortir tout de suite, et elle voit que quand je pousse, ça le fait avancer un petit peu dans le bassin. Donc elle se D'accord. dit qu'avec, quand elle dit je vais vous aider, ce que j'ai compris plus tard, c'est on va aller mettre des spatules pour, pour le chercher, mais il sortira par voie basse. Et donc, je sais même, enfin, tu vois, j'ai plus les minutes en tête, mais bon, il se passe d'autres trucs, nanana. Ils refont le deuxième test de pH. Là, le deuxième test de pH est pas top, enfin, il est moins bien que celui d'avant. Là, elle dit il faut le sortir. Et donc là, on se met en place pour la pousser. Et il est sorti en 3 poussées, en fait. Mais je vais pousser une fois. L'interne a mis les spatules. Les spatules sont ressorties. Du coup, la chef de garde a remis les spatules. Mon périnée s'est déchiré. Et le petit est sorti juste après, quoi. Mais ça s'est fait dans le... Enfin, si tu veux, moi, j'étais shootée de ouf. Et en fait, comme l'anesthésiste ne savait pas justement s'il allait avoir césarienne ou pas, en fait, il m'avait déjà, je pense, re-shooté. Il m'avait remis des doses de péridurale, c'est sûr, mais je crois qu'on m'a parlé de morphine et tout. Enfin, tu vois, j'étais dans le... J'ai pas un souvenir très clair de ce qui se passe à ce moment-là, quoi. J'étais Oui, parce que clairement dans le buzzer. j'allais te demander si tu étais inquiète. Enfin, parce que tu m'as dit J'étais que tu pas n'avais pas. inquiète. D'accord, J'étais pas inquiète, mais j'étais pas hyper là. Enfin, j'étais pas hyper présente. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, Enfin, ouais, ouais. et surtout, il me demande, et bien sûr, là, t'as pas le choix, t'as pas le temps. Quand ils me disent, on va pousser, vous mettez les pieds en l'air, vous poussez. Et moi, je dis, je suis pas confortable du tout. En fait, moi, quand j'étais les pieds en l'air, je l'avais déjà vu en préparation d'accouchement, mon petit remontait hyper haut, ça me faisait mal au diaphragme. Enfin, j'étais hyper. Et du Bah coup, ouais, et en gros, ils te laissent pas le choix. Enfin, à ce moment-là, t'es pas dans une discussion. Mais moi, je suis là, je suis pas bien là. En fait, j'y arrive pas bien. Mais bon, bah ouais. la chance que j'ai eue, c'est qu'en 3 poussées, c'est sorti. Mais si tu veux, j'étais vraiment pas à l'aise. C'était pas la façon dont je voulais pousser de toute façon. Mais bon, bref. Et du coup, il est sorti. Ils me l'ont donné quand même. Parce que bon, alors moi j'ai des souvenirs vagues, c'est surtout les souvenirs recréés par les photos, parce que mon mari, par chance, a pris des photos à ce moment-là, donc j'ai vraiment les photos du bébé, tu sais, plein de sang, plein de vernix, machin, sur toi. Et là, en quelques minutes à peine, je pars au bloc. Et en fait, on m'a pas, à ce moment-là, on nous explique pas. Ça c'est mon explication a posteriori, si tu veux, mais personne ne nous dit. Là, on dit, on emmène votre femme au bloc. Donc lui, il se retrouve tout seul avec le petit, enfin avec le petit qu'il devait avoir parce que il est né dans son liquide méconial. Donc pour celles qui ne savent pas, le liquide méconial, c'est quand le bébé a fait caca dans son liquide amniotique. Ce qui arrive quand il y a des détresses fétales ou pour les bébés après terme, c'est assez régulièrement le cas. Donc c'est pas un problème en soi. On l'avait vu quand j'avais percé la poche des os pendant le travail. Mais le risque, c'est qu'ils en avalent et du coup, ils Ouais. ont dû aller l'aspirer, machin, regarder que tout allait bien dans les poumons, lui donner des antibiotiques, machin. Et après, ils lui ont donné.
Et moi, je suis partie au bloc. Et si tu veux, j'arrive au bloc, mais je suis shootée. Là, t'as froid. Enfin, tu vois, l'effet de la péridurale, des anesthésies, tu trembles de partout. T'es toute nue avec les jambes en croix sur ton truc. On te met un truc chauffant. Et puis là, il commence à papoter. Puis il me recouse, machin. Et puis toi, t'écoutes ce qui se passe, mais à la fois, t'es complètement ailleurs. Alors, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu peur, mais j'étais juste, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, genre en mode un peu la tête ailleurs. Et l'obstétricienne, quand elle a fini de me recoudre, ça a pris 30-40 minutes. Et quand l'obstétricienne a fini de me recoudre, elle me dit deux choses. Elle me dit, madame, vous allez me détester, vous allez prendre des laxatifs pendant 15 jours. Bon, ok. Et vous ne pourrez plus jamais accoucher par voie basse. Et là, même moi, shootée, je me dis, il y a quand même deux informations qui n'ont pas trop les mêmes répercussions sur... Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Et donc, il me ramène en chambre. Et là, je vois du coup Elle mon te dit mari. que ça. Elle te Elle dit me dit pas. que ça. Non, Elle elle te me dit. dit, on a bien recousu. Elle me dit, on a bien recousu, c'est nickel. Enfin, il y a pas de souci. Mais elle me dit pas, vous avez une déchirure complète, ce qui veut dire que c'est une déchirure de là à là, qu'on a recousu. Tu vois, à ce moment-là, elle me dit pas. En sortant du bloc, c'est juste ces deux phrases. Ensuite, on va faire un débrief. Ensuite, je vais la revoir pendant le parcours de suite de couche, etc. Et elle a été plutôt bien. À part cette phrase-là, elle a été plutôt bien. Euh, mais là, elle me dit pas. Sur le moment, elle t'explique pas, tu vois. Et a priori, on n'a pas expliqué à mon mari non plus, parce que quand on revient, on se regarde en se disant, il s'est passé un truc chelou, mais on sait pas trop ce que c'est, tu vois. Enfin, Hmm. et moi, je suis là, mais vidée de toute... Enfin, je suis claquée, quoi. Tu vois, j'ai pas dormi depuis 20 heures. Je suis enfin, complètement... Les effets secondaires de de l'anesthésie. Enfin, je reviens du bloc et tout. Et donc, là, tu as une infirmière qui arrive et qui me lave, du coup, parce que bah, moi, mon fils avait fait caca, on l'avait bien lavé, mais moi, on n'avait pas lavé, hein, donc j'avais encore du caca partout. Enfin, c'était vraiment le truc un peu dégueu. Et j'avais un truc qui me terrorisait pendant l'accouchement, ce qui était complètement débile, c'est que je voulais pas de sonde urinaire. Et on m'avait dit, bah, péridurale, de toute façon, péridurale, vous n'irez plus aux toilettes. Et je sais, mais c'est-à-dire, on n'ira plus aux toilettes si on a envie de faire pipi. Elle dit, oui, non, mais péridurale, la vessie, anesthésie, enfin, en gros, on vous met une sonde. Et moi, j'avais dit, ah non, non, mais moi, je veux pas de sonde. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, tu vois, je voulais pas. Et donc, en fait, la sage-femme, pendant le travail, était venue me voir plusieurs fois et je faisais pipi dans un haricot. Et en fait, j'y arrivais, elle me dit, mais vous êtes une des rares femmes sous péridurale que j'ai vu arriver à faire pipi dans le haricot sans en mettre à droite, à gauche. Et donc, j'avais réussi à faire tout le travail, tu vois, les 15 heures, sans me faire sonder. Et là, l'infirmière, elle me demande même pas mon avis, elle me sonde, donc je sens un truc quand même, machin. Et elle commence à me laver parce que j'ai une caca partout, machin. Et après, on me redonne mon fils, c'était d'accueil, machin. Donc, voilà, une petite heure Et après, là, etc. bon, évidemment, t'as pas encore mal puisque t'es encore Non, ouais, anesthésié. ouais. Tu rencontres ton fils quand même assez vite. Tu dis que ça a pris. Je l'avais vu, en fait, je l'avais vu avant de partir au blog, je l'ai eu. Mais tu vois, j'ai re-regardé le compte rendu là, parce que j'ai reçu tout mon dossier médical, c'est 3 minutes. Genre, entre le moment où il sort et le moment où je suis en train d'être recousu au blog, il se passe 3 minutes. Donc, je l'ai eu sur moi. Mais tu vois, c'est pas une rencontre, c'est pas le pot à pot. Moi, je suis encore en blouse, Voilà, etc. donc toi, le vrai pot à pot, c'est quand tu reviens en C'est chambre. quand je reviens, exactement. Ouais. Et là, comme tu es encore un peu anesthésié, tu t'es présente dans le moment où c'est encore un peu flou dans ton... Moyen. Et là, et en plus, je suis encore en. Tu parles de chambre, je suis pas encore en salle, je suis encore dans la salle de naissance parce qu'on va y rester 3 heures post-accouchement justement pour voir un peu comment ça va et tout. Et là, je fais tété d'accueil, mais j'ai une photo de moi, mais je suis au bout de ma vie. Et en fait, j'avais même peur de m'endormir. Enfin, je m'endormais et donc j'ai l'impression que j'avais peur de m'endormir sur lui. Enfin, tu Hmm. vois, je suis dans un truc où c'est cool, mais en fait. Là, j'ai envie d'aller dormir, quoi. Enfin, tu vois, genre, Ouais. laissez-moi tranquille. Et je me rappelle du coup, mon mari qui appelle tout, enfin, le classique, tu sais, et pareil, je ne referai pas forcément les mêmes choses pour un deuxième, mais tu sais, tu appelles tout le monde, tu as envoyé des textos, machin. Mes parents qui m'appellent à 20 h pour me dire, on est en bas, vous êtes dans quelle chambre, on peut monter. Et là, moi, c'est mon mari qui avait pris le téléphone, évidemment, et qui me dit, tes parents sont là, et je prends le téléphone et je dis, non, mais là, vous rentrez chez vous, enfin, c'est hors de question, enfin, vous vous rendez pas compte dans l'état dans lequel je suis. Et puis, on n'est même pas en chambre, on est dans la salle de naissance, vous n'avez pas le droit. Bim, tu vois, genre, c'est mort, quoi. Et Ouais. finalement, ils sont allés manger en face, etc. De toute façon, Mais 20 h, ils pouvaient pas venir. oui, oui, mais tu vois, eux, ils se disent, leur petit-fils est né, on m'a appelé, bim, ils étaient pas très loin, ils viennent, quoi. Mais Ouais, non, en ouais. fait, enfin, c'était Alors, on va c'était vous même pas le sujet. expliquer. C'était même pas le sujet. Moi, j'étais vraiment au bout de ma life. Et après, donc, vers 21 h, donc ça, c'est quoi? Mon fils est né un peu avant 17 h. Vers 21 h, on nous remonte en chambre. Il y a un brancardier qui arrive avec une chaise roulante, merci, merci, qui me descend de la table, qui m'aide à descendre de la table pour me mettre sur la chaise roulante. Mon Harry, il avait pris toutes les valises parce que tu sais, premier enfant et tout, tu viens avec 15 000 trucs, enfin bon, bref, n'importe quoi, t'as l'impression qu'on partait en voyage au bout du monde. Et il me dit, vous prenez votre bébé. Et là, je dis, ah non, non, je vais m'accrocher à la chaise roulante, mais moi, je prends personne dans mes bras. Et du coup, ni une ni deux, il l'embarque sous le bras, il me pousse et il dit, bon, bah, on y va. Et j'étais là, genre, merci.
Enfin, moi, je pouvais pas, tu vois, je me sentais pas la force, enfin, vraiment, déjà, me Ouais, mettre tu sur te une sens chaise roulante. complètement faible, Ah quoi. ouais, ouais, hyper faible, tu vois. Et puis là, on est remonté en chambre, voilà, vers 21h, on est installé dans la chambre avec le petit dans son petit lit et avec cette première nuit où ils sont encore un peu endormis, shootés de ce qui vient de se passer, donc trop mignon, quoi. Mais moi, j'arrivais pas à dormir. Parce que, Et tu as bah, commencé à... Alors, deux questions. Tu as commencé à avoir mal quand et à quel moment on t'a expliqué un peu ce qui s'était passé? Est-ce que on t'a expliqué parce que tu as demandé, parce que tu as commencé à avoir des douleurs bizarres, où tu t'es dit, ça me semble pas normal, euh, ou est-ce qu'on est venu t'expliquer tout de suite? Enfin voilà, parce que tu mmh, es allé au bloc quand même. Donc, ouais, un bloc après un couchement voix basse, un, c'est pas classique, et deux, ben, c'est qu'il y a bien quelque chose à recoudre. Donc, mmh, si ça nécessite un bloc, c'est qu'il y a quand même quelque chose. mmh. Euh, Toi, c'est ton premier bébé, donc en plus, tu es shooté, donc j'imagine que tu le percutes pas forcément tout de suite. Mais voilà, comment ça se passe un peu la découverte pour toi de ce qui s'est vraiment passé, quoi? Bah, c'est le lendemain matin, parce que du coup, toute cette nuit-là, alors moi, ils m'ont donné des antalgiques tout de suite, et ils m'ont dit toutes les 2 3 heures, je sais plus, j'avais un truc d'antalgique à prendre, et j'ai posé 0 question à partir de là et jusqu'à assez longtemps à la maison. Et donc, j'ai rarement eu mal, parce qu'en fait, j'ai vraiment pris ces antalgiques en mode, si on me dit qu'il faut les prendre, il faut les prendre. Et je Ah, pense c'est que hyper ça bien. m'a aidé avec C'est... Ouais. et vraiment, quand elle passait, elle m'a dit, est-ce que vous avez pris vos trucs? Et j'avais un combo de deux qui était probablement et du paracétamol et des anti-inflammatoires. Et donc, du coup, ça, je les ai pris en continu, ce qui, je pense, ça m'a sauvée. Par contre, le lendemain matin, après, tu ressens une gêne, etc. Enfin, il y a des trucs pas normaux, mais si tu veux, j'ai pas eu une douleur en mode, j'avais pas mal, j'avais pas très mal, tu vois. Vraiment, ça, c'est la chance Oui, que j'ai parce eue, que j'ai la pas zone eu est mal, encore... quoi. Ouais. Puis la zone est encore un peu anesthésiée Et puis aussi. en plus, au départ, ouais, au départ, le temps que l'anesthésie sorte de ton corps, ça met un peu de temps quand même. Ouais, Enfin, tu vois, ouais. Oui, puis même après la zone, même une fois que l'anesthésie est sortie de ton corps, la zone reste un peu ouais, insensibilisée. ouais, 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 Enfin, ouais. peut rester insensibilisée. Alors, avant de vraiment te faire mal. Enfin, Mm, en mm, plus, mm. il faut que tu puisses vraiment bouger pour que ça commence à tirer, etc. Exactement. Euh, Oui, mais, oui, et puis moi, j'ai passé toute cette première nuit à vraiment allonger, allonger. ouais, Le voilà. lendemain matin, quand mon mari Repos. revient, je suis encore allongée, quoi. Enfin, tu vois. Voilà, repos, repos, quoi. Et j'ai même pas sorti de ma blouse, je me suis pas lavée, je suis encore dans ma blouse d'accouchement dégueulasse. Enfin, tu vois, genre, c'était impensable de faire autre chose. Enfin, Et j'étais toi, dans un état de fatigue. j'ai envie de te dire, c'était normal, tu vois. Voilà. C'est-à-dire qu'à la limite, il y ait une aide-soignante ou une sage-femme qui te change en disant, bah voilà, pour la nuit, on vous change la blouse quand même et tout, Mm, mm. mais que toi, tu fasses pas entre guillemets cet effort, enfin, Ouais, ouais, c'est je me suis pas mis complètement... en pyjama, enfin, j'ai rien Bah, fait, bah j'étais non, pas au mais lit, quoi. non, mais d'accord, mais attends, faisons un sondage. Ouais, Qui l'a fait? Enfin, ouais, tu vois? ouais, Non, non, mais c'est normal. Mais par contre, ce qui est hyper bien, c'est que tu as pris tes médicaments parce que ouais. tu vois, notamment dans le cas de la césarienne, on t'en donne aussi, bien sûr. Mm, Et c'est vrai que dans les conseils, tu sais, qu'on donne souvent, c'est, enfin, dans les 5 conseils, un des ceux que ce soit moi ou d'autres, hein, mm. on dit toujours: «Prenez les médocs qu'on vous donne». Oui. Parce qu'en fait, bon, toi, je crois que dans ton histoire, tu vas nous dire: «Mais je crois que tu as pas eu mal». C'est un peu Mm, ça mm, mm. Ouais, le paradoxe par rapport mm, à la gravité, en fait, ouais. quelque part de ce qui t'est arrivé. Mais dans d'autres cas, en fait, tu as pas mal, tu as pas mal, tu as pas mal parce que tu es anesthésié et si tu Mm. prends pas tes médicaments, bah, au D'un moment où coup, ça t'as arrive, mal. c'est Ouais, trop tard. Et ça. donc, enfin, c'est trop tard. Avant de nouveau être soulagé, tu passes Ouais, vraiment un sale quart d'heure, quoi. ça. Donc, c'est génial que toi, tu aies eu ce réflexe. Enfin, vraiment, il faut que tout le monde l'ait parce que, Mm, mm. ben, clairement, au départ, si tu peux t'éviter juste des énormes douleurs et pouvoir t'assoupir un peu, ben, c'est quand C'est même ça. clé, quoi. Ouais. Et donc, vas-y, du coup, alors, t'as pas eu mal, donc qu'est-ce qui Eh bien, t'interpelle? le lendemain matin, c'est une sage-femme qui vient dans la chambre, bah, tu sais, pour faire les checks, et là, qui me regarde avec des yeux, mais enfin, qui m'ausculte et qui me dit: «Oh là là, ma pauvre, Ah, vous devez avoir mal, ça doit être horrible». Enfin, tu vois, genre vraiment dans un discours hyper négatif et en mode, elle me regarde avec de la pitié, quoi. Et du coup, hmm. moi, j'étais là, bah ouais, enfin, c'est pas très agréable, mais ça va, j'ai pas trop mal. Elle me dit: «Ah là là, ma pauvre», et en fait, à force d'être dans son truc comme ça, on lui dit: «Mais du coup», sans nous dire tout de suite, c'est un péri enfin, il y a eu une déchirure complète. C'est-à-dire que j'ai pas encore de mots sur il y a eu une déchirure complète, mais bon, il s'est passé un truc, je comprends quand même, enfin, je suis pas débile, je comprends que ça s'est déchiré, mais j'ai pas eu il y a eu tant de points, c'est une déchirure complète compliquée, nin nin, et juste, je comprends que ça s'est déchiré. Et je lui dis: «Mais du coup, c'est quoi le risque? Enfin, pourquoi vous me regardez comme ça?» Et tu sais, elle répond pas trop, et mon mari, il dit quoi? Elle sera incontinente, à vie? Et la fille, elle dit: «Ah bah, ouais, c'est ça le risque». Et là, t'imagines, c'est le lendemain de ton accouchement, donc tu commences à avoir les hormones un peu, en Bah ouais. délire, tu es allongée sur ton lit en te disant: «Je suis toujours dans ma blouse dégueulasse d'accouchement», l'autre elle me regarde en me disant: «Je vais être handicapée à vie». J'ai pleuré toute la journée, quoi.
Ah bah oui. Enfin, tu vois, Et elle te dit juste ça, tu t'as elle m'a dit juste posé ça, de ouais. questions? Ouais, bah, Oh! non, je crois pas qu'on ait posé trop de questions et à posteriori, effectivement, quand je raconte, l'histoire, je me dis: «Elle a manqué de tact complet, enfin, elle était à côté Ah de la bah plaque, bien quoi». sûr. Elle était à Oh! côté de Ouais, la tu plaque, te rends compte? et En cette plus journée-là, devant ouais, ton cette journée était conjoint? difficile. Ouais, ouais, ouais. Et cette journée-là était assez difficile, et c'est que le surlendemain que l'obstétricienne est venue me voir en chambre, et là, j'étais assise sur mon lit, donc je faisais pas non plus ma fière, hein, tu vois? On a fait un bain au bébé, bah, comme il avait été lavé parce que sorti dans son liquide méconial et tout ça, ils prennent, enfin, en gros, ils le laissent pas dans le vernix, Oui, comme on bien conseille sûr. de le faire, ils te le lavent et tout ça. Mmh. Donc c'est que je pense à J+2 qu'on l'a relavé nous, et elle me dit, la puéricultrice qui était très marrante, elle me dit: «Venez maman, ça c'est un truc à faire à 2. Allez, on se met tous». Je fais une photo, mais moi sortir du lit, me tenir debout pour porter le petit, enfin vraiment je suis au bout de ma vie, quoi. Tu vois? Je trouve que c'est compliqué. Je le fais pour la photo, mais tu vois, tu regardes, tu verrais la cette photo là, j'ai une tête, Et toujours sans avoir mal, juste tu te mais sens sans avoir très mal, faible. mais sans avoir mal. Tu te Mais sens je me juste sens, très faible. ouais, hyper fatiguée, et ça, c'est juste après, je pense être allée, essayer de prendre une douche pour la première fois, et en fait, je suis encore un peu courbée, tu vois, de la péridurale, enfin, j'arrive pas trop à marcher, et quand je passe la jambe, à ce moment-là, j'ai pas encore regardé avec un miroir, mais quand je passe la main, pardon, entre mes jambes, je me dis: «Ah, c'est chelou», enfin, une bosse monumentale avec des points de partout. Enfin, tu sais, c'est un truc, tu te dis: «Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Ouais. Et donc, mais elle est, bon, voilà, la puéricultrice était assez rigolote, et après, c'est cette journée-là où l'obstétricienne passe, et en fait, elle me voit assise sur le lit, elle me dit: «Ah bah, déjà», elle a été hyper, tu vois, positive, encourageante et tout ça, et elle m'a expliqué, du coup, même si très rapide, tu sais, les chefs de garde, quand ils passent à l'hôpital, ils restent pas 40 minutes avec toi pour te faire un long débrief, hein. Enfin, on aimerait, mais on aimerait, mais voilà, ça va assez vite, et elle me dit juste: «Oui, vous avez une déchirure complète», et en fait, je pense qu'elle me donne des papiers, donc c'est en lisant les papiers à côté aussi, je vois périnée complet, que tu vois, toute l'histoire se met un peu, D'accord. toute l'histoire se met un peu en truc. Elle me dit: On a fait 11 points. En fait, je vous ai emmené au bloc directement parce que ça s'est déchiré, complètement. C'était moins grave que ce que je pensais une fois d'arriver au bloc. On vous a super bien recousu. Vous êtes jeune, vous allez vous en remettre. Je vois que vous êtes déjà assise. Est-ce que vous avez mal? Je dis pas trop. Elle me dit: «Bah, c'est déjà où?» Enfin, tu vois, genre hyper. Alors moi, je pose pas. Je suis encore vachement dans le côté réactif. Je pose pas de questions. Tu vois, je suis pas dans la proactivité de qu'est-ce. Ouais. Enfin, juste Et, je prends le truc. et Et elle est positive. ouais, elle est positive, mais du coup, même si bah, je comprends complètement hein, que tu prends ce qu'on te donne parce que, encore une fois, tu as encore les effets un peu de l'anesthésie, ton corps il est affaibli et tout, mais tu lui reparles pas de cette histoire d'incontinence, du coup, à ce moment-là, si elle Non. est plutôt positive. Si, je pense qu'on lui pose la question, et elle me dit: «Non, non, mais vous inquiétez pas, vous êtes jeune, vous allez vous en remettre, enfin, parlons pas», enfin, en gros, c'est pas le sujet pour le moment. Enfin, tu vois, genre en mode, il y a et en plus, ce qu'elle m'a apporté, c'était justement le papier avec les suites de couches et avec un peu tout ce qu'elle est, tout le suivi qu'elle allait se faire, et donc elle est vachement positive. Et les papiers de suite de couches d'ailleurs, enfin, est-ce que tout de suite bon, même si tu es obligé de relire après et on a du mal à imprimer d'office tout ce qu'on nous dit tout de Ouais, suite et c'est ouais. normal, outre le fait que tu as été anesthésiée, tu as quand même accouché, hein, donc enfin, je veux dire, c'est un effort énorme. Là, on est à J+2 ou Ouais. 3? Bah, en J+2? fait, comme c'est, le mardi soir, mercredi, on est le jeudi, ouais. Là, on est le jeudi. Ouais, J+2. Tu lis tout ça. Est-ce que ce qu'on te donne, de ce qui est écrit, de ce qu'on te dit, te fait comprendre Ouais. de la complexité que va être ta convalescence? Ouais, voilà. En fait, il y a un compte rendu. J'ai déjà à ce moment-là le compte rendu du bloc. Donc, alors même si tu Ah, captes tu l'as à ce rien, moment-là? Ça, c'est ouais, ouais, vachement ouais, bien, ouais. hein. En fait, avant de partir, donc je te dis ça, est-ce que c'est J+2 ou est-ce que c'est le lendemain? Peu importe, mais je pars avec de la maternité. Ah la vache, tu sais que ça, c'est Je très rare, hein. Ouais, bah, oui, je sais, ça fait partie des conseils que je donne. C'est en fait, il faut demander ce compte rendu, il faut partir avec, il faut l'avoir entre les mains, même si on n'est pas Bah, ouais. capable de le digérer tout de suite, c'est clé pour la suite, quoi. Mmh mh. Donc non, non, je pars avec le compte rendu du bloc. Le compte rendu de l'accouchement, du déroulé, on le fera plus tard avec le suivi postnatal avec cette obstétricienne, parce que je vais revenir à Port-Royal. Mais là, c'est déjà le compte rendu du bloc. Donc, tu as tant de points avec ces noms-là, de machin, la déchirure, tu vois, tout est expliqué, quoi. Déchirure de l'anneau rectal, machin, sphincter pas touché, 100% des fibres du truc. Enfin, tu vois, il y a une explication quand même assez claire. Ça, Mmh. plus le suite de couche qui te dit les antalgiques, la rééducation, elle pourra commencer à ce moment-là. Vous allez voir un proctologue, on vous conseille cette équipe, vous prenez tel rendez-vous. Enfin, tu vois, genre tout. Et donc, moi, déjà, avant de partir de la maternité, j'ai appelé à l'hôpital qui est Saint-Joseph à Paris, qui est apparemment un des meilleurs euh, groupes de proctologues. Et du coup, j'ai déjà mes rendez-vous de proctologie avec mes examens, mon échographie, enfin mes trucs à faire pour 3-4 mois après, pris avant de partir de la maternité.
Et ça, c'est exceptionnel. Et tu vois, ça fait partie des recommandations dans justement ce fameux parcours de soins qu'on veut avec les gynéco-obstétriciens avec lesquels on travaille, notamment parce que c'est eux qui sont chefs de service et Mm. qui, enfin, en tout cas, quand ils sont aussi chefs de service, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des protocoles qui sont chefs de service dépendants, c'est-à-dire Ouais. qu'une fois qu'ils partent, il y a des protocoles, des façons de travailler qui sont Ok. changés. Donc c'est génial parce que tu as vécu exactement ce qu'on recommande pour la césarienne notamment, parce que là, bon, toi, tu n'as pas compris ce qui t'est arrivé, tu es passé au bloc, etc. Mais tu as pas mal, mais toi, dans des cas de césarienne, d'urgence hyper mal vécue, traumatisante pour le couple, et où la femme a très mal, et ben, ils partent pas avec ces documents, donc ils peuvent pas Ouais. anticiper cette prise de rendez-vous. Donc c'est Ouais. génial parce que c'est idéal. Mais moi, j'aimerais connaître quand même ton état d'esprit parce que tu as donc là, J2, J3, tu as ces documents, tu comprends ce qui s'est passé. T'as beau être très rationnel comme Mm. personne et très, quelque part, posé, très terre à terre, quoi. T'as les Mm, pieds mm, sur mm. terre. Mais je veux dire, est-ce que tu t'inquiètes quand même? Est-ce que tu te dis, ouais, merde, là, ça va être compliqué? C'est-à-dire, si tu veux, t'as ton cerveau, je dirais, efficace qui prend tes rendez-vous, qui Mm, dit, OK, j'ai la liste, je les prends mm, et tout, je prépare. Mais comment, j'ai envie de dire, émotionnellement, comment tu te mm. sens? Bah, en fait, passer le premier jour où j'ai pleuré toute la journée à cause de ça, en fait, ça a été un peu une montagne russe, si tu veux. T'as eu cette grosse déflagration de on me regarde comme si j'allais être handicapée toute ma vie. Ça a été hyper dur. Je me suis dit, mais émotionnellement, genre, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite? Vraiment, ce débrief avec l'obstétricienne et ensuite tous ces documents de suite de couche, etc., me redonne me rebooste et me remettre dans un bon état d'esprit. Et je quitte la maternité en me disant, ça va être chaud, mais pas déprimé. Tu vois, pas à me poser 1000 questions et tout. C'est plus tard, encore une fois. Donc là, je suis dans le haut de la montagne russe. C'est en rentrant à la maison où je vais commencer à avoir des sensations bizarres, l'impression que mes organes ils sont en train de foutre le camp, Ouais. commencer à me regarder avec un miroir et me dire oh là, mais j'avais pas ça avant entre mes jambes. Tu vois, c'est plus tard à la maison où je vais me dire là, c'est chelou. Et en lisant sur Internet, du coup, des études, des trucs sur les déchirures du périnée, où je me dis, mini-déprime de ah ouais, c'est chaud ce qui m'attend, quoi. Tu vois, en mode là, peut-être que c'est encore trop tôt pour savoir, mais je risque d'avoir des séquelles. Et donc, c'est le même moment où moi, j'ai accouché mi-février 2020. Donc, 3 semaines après, on est en full confinement. Donc, quand Mmh. tu veux aller voir un médecin ou une gynéco pour leur dire regardez entre mes jambes pour voir si tout va bien, c'est pas hyper simple, tu vois. Il n'y a pas Ouais. 15 000 Mais médecins dispo. attends, juste pour ça, c'est hyper intéressant, mais juste pour revenir, donc là où ils sont très très bien, c'est que tu as l'obstétricienne, Mm, parler en français, qui te mm, débriefe. Tu as le débrief du bloc, tu mm. as une fiche de parcours de soins en fait Ouais, avec des prises ouais. de rendez-vous, donc ça c'est génial. Par contre, rien sur quelles peuvent être les séquelles. On est Non, d'accord. non, Quel peut être ton quotidien? À quoi tu vas faire face quand tu vas non, rentrer à la maison avec non, non. bébé, sachant qu'il n'y a pas encore le congé parental pour le second parent. Mm. Donc, toi, jeune maman primipare qui rentre avec un bébé, périnée complet, compliqué, tu n'as pas d'infos, on te dit tu vas t'en remettre, mais tu vas t'en remettre de quoi? C'est-à-dire Ah qu'on est bah d'accord qu'on évidemment, te oui, dit oui, non, rien. non, on me dit rien. Non, 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 Voilà, évidemment. ok, Ouais, ouais. d'accord. Oui, oui, non, il n'y a pas cet aspect. Non, mais en fait, c'est Ouais. c'est vachement intéressant parce que ce qui te sauve, toi, psychologiquement, c'est ce débrief et cette feuille de parcours de soins. Parce Mm. que du coup, comme Ouais. tu dis, tu es dans le climax de ta montagne où tu te Mm. dis, je passe à l'action, je vais prendre soin de moi, je Ouais. suis dans l'action. Sauf qu'il manque une info. Il Ouais. manque une info pour toi t'éviter de plonger ensuite. Ouais. C'est de dire, voilà, au pire, il vous arrive ça, mais vous C'est allez vous prendre ça. en charge. Et entre deux, il peut vous arriver tel et tel désagrément. Ouais. Non, Et ça, ça, j'ai découvert par moi-même, par mes voilà. lectures à la maison. Ouais. Mais ça, si te l'avait dit, on est d'accord que ça enlève rien à la difficulté, mais on est d'accord que le choc aurait été moins violent pour toi. Bah oui, au moins j'aurais eu une discussion, tu vois, au préalable avec des gens plutôt que me retrouver moi-même face à mon ordinateur et à des trucs en mode Ouais. qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, puis la peur de l'avenir. Ouais, ouais, ouais. Et concrètement, à la maison, du coup, ça se passe comment ce périnée complet? T'as des soins? Et est-ce que tu as des premiers désagréments qui arrivent que tu n'avais pas vu venir? Au final, j'ai eu deux. Non, j'ai eu un seul. La sage-femme à domicile n'est venue qu'une fois. Si je dis pas de bêtises, elle est venue qu'une fois. Et elle, tout de suite, me dit donc, elle prend le compte-rendu de l'hôpital et tout. Elle m'ausculte et tout de suite, elle me dit ah, vous avez une super cicatrice. Et en fait, c'est ce que tout le monde va me dire, tous les gens qui vont m'ausculter. Ah ouais, tu vois, et limite surprise, je sais pas, mais en tout cas. Ok, ouais, effectivement, il y a une grosse cicatrice, mais vraiment, elle a été bien faite. Enfin, tu vois, le côté, je pense que vous êtes dans une bonne situation, quoi. Hmm. Et ensuite, donc bon,
je commence à avoir plus de gêne. Enfin, la bosse, elle disparaît pas tout de suite. La cicatrisation, elle a un peu de temps. Et donc, aller aux toilettes, enfin, tu vois, aller aux toilettes, c'est le stress quand même. Enfin, quand tu dois, bon, ça arrive la première fois à la maternité, mais c'est qu'une fois à la maternité, après, c'est à la maison. Quand tu dois aller aux toilettes, faire des selles notamment, tu te dis, je vais tout faire exploser. Enfin, le classique de toutes les mamans qui ont une cicatrice sur le périnée. De toute façon, t'es un peu stressé. Et donc, moi, il y a deux choses que j'ai fait sans poser de questions et qui m'ont sauvé et que je redis tout le temps, c'est j'ai pris les antalgiques en continu. On m'a dit 2 semaines, je pense que j'ai fait 3-4 semaines. Et les laxatifs. On m'avait donné des laxatifs doux. Donc, encore une fois, ce n'est pas les Dulcolax où tu te fais diarrhée, machin, courir aux toilettes. C'est juste un truc pour faciliter le transit et pour aller aux toilettes tous les jours, tous les 2 jours après l'accouchement et pas avoir ce stockage. Et donc, du coup, c'est plus facile. Tu vois, ça me stresse un peu, mais je ne suis pas constipée. Et donc, c'est pas en train d'abîmer le périnée. Et donc, ça m'a sauvé, mais un truc de ouf. Donc, et je dirais même quand on n'a pas une grosse déchirure, juste cette histoire de reprendre un transit correct et pas abîmer son périnée après avoir accouché, je pense que c'est clé, tu vois, ça devrait faire partie des trucs pour tout le monde. Mais je te confirme, et même quand tu as une césarienne, parce que tu as de l'air dans le ventre, donc en fait, ça fait très, 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 très mal au ventre. Et comme tu as une anesthésie, que tu as été au bloc, le transit, et tu as été anesthésiée, etc., le transit est quand même vachement ralenti. Et tu as besoin aussi d'une aide pour aller aux toilettes, parce qu'en fait, comme tu as mal au ventre déjà parce qu'il y a de l'air, il faut que tu puisses aller aux toilettes régulièrement. Et tu vois, moi, dans mon cas, ils me donnaient un truc, justement, je ne sais plus ce que c'était à la maternité, et ça m'avait tellement aidé que je leur avais dit, mais attendez, mais prescrivez-le-moi pour chez moi. Non, il y a pas besoin et tout. Et en fait, on a dû insister avec mon mari en disant: «Non, mais on peut pas avoir, enfin, tu peux pas avoir quadruple douleur, quoi, c'est pas possible». C'est Et du clair. coup, ils avaient fini par me redonner une ordonnance en me le prescrivant. Donc on peut peut-être aussi conseiller que si, vous avez eu une complication, de votre accouchement, que ce soit une césarienne, une voix basse, n'importe quoi, si vous sentez qu'au niveau digestif, ça va pas le faire, demandez bien à vous qu'on vous prescrive une aide pour aller aux toilettes, parce Exactement. qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas, on se vide pas, quoi, mais c'est juste que ça permet de pas forcer parce qu'il y a pas de stockage et que tu y vas régulièrement et que c'est quand même, hyper important, parce que, tu vois, tu as le côté cicatrice périnéale, mais tu as aussi la cicatrice potentiellement abdominale, et comme tes abdos ont été coupés dans la plupart du temps, malheureusement, et que le ventre, voilà, il a été, voilà, il y a plusieurs couches qui ont été traversées, c'est une douleur aussi. Et dans tous les cas, du coup, j'ai envie de te dire, quelle que soit la façon dont tu accouches, tu as peur d'aller aux toilettes, quoi. Bah, c'est ça. Donc, et est-ce que tu as eu quand même, donc tu as pas eu trop de douleurs a priori, mais est-ce que tu as eu enfin, concrètement dans ton quotidien, est-ce que tu as eu des gênes? Est-ce que ça a été quoi le plus difficile pour toi sur cette convalescence avec cette cicatrice-là? C'était de passer en position assise, de debout assise, c'était pas évident, tu vois, fallait que je me mette. J'avais un peu un pied sous moi, enfin, je sais pas comment dire, genre ton entrejambe touchait pas la chaise ou le canapé, ou j'étais certainement un peu mal assise, si on devait regarder l'ergonomie du truc, mais tu vois, je mettais un pied sous ma cuisse pour me tenir un peu en équilibre, je sais pas, pendant un petit moment, pendant 2-3 semaines, et j'avais beaucoup de mal à marcher. J'ai eu beaucoup de mal à rester debout longtemps et à marcher pendant 4, 5, 6 semaines, peut-être. Et donc avec cette gêne, plus en fait le combo, du coup, pas forcément que la déchirure, mais tout la grossesse et l'accouchement en soi, en fait, j'ai découvert effectivement que j'avais une descente d'organes, et c'est ça qui aussi était très gênant, et cette pesanteur plus, et du coup une béance vaginale aussi post-accouchement qui arrive très régulièrement, qui se rééduque, hein, mais qui du coup rend encore plus compliqué une descente d'organes, parce que quand tu as déjà un organe qui est un peu en train de pousser vers le bas et qu'en plus ton vagin est grave ouvert, bah, ça aide pas, quoi. Et tu te rends compte comment de cette descente d'organes, du coup? Eh bien, ça, c'est pareil, c'est en mes lectures et tout, je me dis, il y a un truc, et avec le miroir, le fameux miroir que je recommande à tout le monde, de se dire, il y a un truc qui est pas comme avant, même si tu te rappelles pas trop de l'avant parce que tu te regardais pas trop, mais je me dis, il y a un truc bizarre. Et donc, en fait, je vais voir un médecin généraliste que j'arrive à avoir, qui me permet, enfin, je peux y aller en consultation dans le cabinet, à Ah côté de oui, chez parce que là, moi. oui, Alors, parce qu'on est en plein Covid, donc tu sais, c'est voilà, c'est pas ça, tout le monde voilà. n'a pas le droit de venir, machin, enfin, c'est un peu Voilà, compliqué, c'est ça, mais faut elle redonner le accepte, contexte. ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, on est vraiment, tu vas pas chez le médecin, enfin, c'était un peu compliqué d'aller chez le médecin quand même. Et elle me dit oui, alors je suis pas une experte, mais je pense qu'il y a une petite descente d'organes. En gros, elle me dit, c'est ça m'a pas l'air très grave, mais il y a un truc, donc enfin, ce que vous ressentez à ce stade postpartum, c'est normal. Enfin, tu vois, genre, premier truc de se dire, ok, je suis pas folle, j'ai pas imaginé un truc, il se passe quand même quelque chose. Et ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que pas aux 6 semaines, mais à 9 ou 10 semaines après, j'ai pu retourner à Port-Royal faire la consultation postnatale avec l'obstétricienne. Normalement, je devais retourner voir ma gynéco de ville qui m'avait suivie pendant la grossesse.
Et en appelant Port-Royal, l'obstétricienne, la secrétaire me dit: «Ah, je vais voir pour votre rendez-vous, nanana». Et c'est l'obstétricienne qui me rappelle en live et qui me dit: «Madame Lévesque, je me rappelle très bien de vous. On va pas du tout faire une consultation visio», parce qu'il faisait beaucoup de visio du coup à l'hôpital pour éviter que les gens se déplacent et tout. Elle me dit: «Moi, je veux vous voir, vous venez. Enfin, en gros, on prend Et rendez-vous, il n'y a pas de on est souci, vous venez». d'accord que tu as toujours revu ton obstétricienne, celle qui s'occupait de toi. On est d'accord. Bah, je l'ai revue, enfin là, je l'ai Non, mais revue. c'est la même. Je veux dire, t'as pas vu quelqu'un d'autre. Non, non, celle qui fait la consultation postnatale, je l'ai revue elle. Après, je ne l'ai pas revue en 3 ans, hein, mais Non, non, non. Ce que oui, je veux oui. dire, c'est que comme enfin, ça fait partie des recommandations aussi, Ouais. pour que je te pose la Mm. question, c'est quand il y a eu un accouchement compliqué, même si c'est juste que ça s'est pas passé comme on voulait, Mm. c'est ce qu'on en parle beaucoup avec Thierry Hervé, qui est membre de mon board et qui milite pour ça et qui avait mis un process au Diaconesse en place, c'est qu'on évite d'aller en ville et on retourne Ouais. dans sa maternité et au mieux qu'on peut, si l'hôpital peut, voir La même personne. Ouais, la la personne même qui personne. était là, voilà. L'obstétricien, le chirurgien, Exactement. la chirurgienne obstétricienne qui Exactement. s'est occupé de toi. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Toi, l'obstétricienne qui t'a débriefé en chambre, c'est celle qui s'occupait de toi. Et celle que tu revois à ces 9-10 semaines qui te dit non, non, mais vous venez, même si Mm. c'est Covid, confinement, vous Mm. venez, c'est la même. Exactement. Voilà. Et Exactement. ça, c'est hyper important parce Bah, bien qu'elle connaît sûr. bien ton dossier. Et pour toi, en termes de fiabilité, de Mm. confiance, je trouve que c'est hyper important, quoi. Exactement. Et on en reparlera juste après sur justement ma deuxième grossesse et comment j'envisage les choses, parce que je l'ai revue il y a 2 semaines. Ah, Et en fait, c'est toujours elle. Et du coup, c'est une chance inouïe. Et ça fait aussi, c'est aussi ce qui fait partie de. Bah, ça prend part à ma réflexion, à ce qui me rassure, à, tu vois, à toute la réflexion rationnelle aussi. Évidemment que ça entre en jeu. Et donc, je la revois. Et elle, ça a été un peu un rendez-vous clé, tu vois, dans le truc bah ouais. de récupération. Déjà, je vais mieux que quand je suis allée voir la médecin de ville, parce que là, on a 9-10 semaines, et moi, vraiment, j'étais très, très mal physiquement jusqu'à 6-8 semaines, et je vois vraiment un mieux. Déjà, mon corps commence à reprendre les trucs. Alors, j'ai pas arrêté d'allaiter, j'ai pas fait de rééducation, mais il se passe quelque chose, je l'ai senti. Donc, j'arrive au rendez-vous, je suis un petit peu mieux physiquement, mais j'attends des réponses. Et j'attends des réponses sur un peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Bah, du coup, on m'a parlé de descente d'organes, mais vous en pensez quoi? Elle en est où ma cicatrice? Et tu vois, j'avais une peur bleue, évidemment, de reprendre des rapports sexuels parce que tu sais, quand tu as une cicatrice et tout. Et donc, tu vois, j'attendais des retours sur pas mal de trucs qui allaient débloquer ensuite le Ta reste de mon vie. chemin. Ouais, Ta voilà, vie. c'est ça. Juste Et, ta vie. et du coup, on fait un petit débrief. Elle me redit ce qu'elle m'avait dit, mais de manière, je pense, un peu plus clé. Je crois qu'elle me dessine la déchirure. Bon, je ne me rappelle pas C'est en tête, mais génial. elle m'a dit C'est qu'elle ce m'avait qu'il déchiré. faut faire. Merci. Elle me l'a refait là il y a 2 semaines, donc maintenant je l'ai bien intégré. Ah, c'est Elle me super. redessine le truc, elle m'explique, elle me dit que c'était pas si grave que ce qu'on avait. Enfin, en gros, c'était, on est parti vite parce qu'effectivement c'était complètement déchiré, mais je pensais que ça allait être pire que ça n'était, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, vous avez l'air d'aller ok. Elle m'ausculte, elle me dit ça cicatrise super bien, le périnée. Elle me dit alors oui, il y a zéro force, on va faire de la rééducation. Enfin, on est au stade zéro de la force périnéale, mais ça va. Et elle me dit, vous avez une cystocèle, donc cystocèle, c'est une descente de la vessie. Elle me dit, moi, je pense que c'est grade 1, donc c'est pas, en gros, c'est pas très grave. C'est mieux de pas en avoir, mais je veux dire, c'est encore OK. Et elle me dit, et surtout, c'est pas, enfin, ne vous mettez pas bien en tête que c'est la déchirure, c'est pas la déchirure qui a créé la cystocèle. Vous avez probablement bah, la grossesse, comme chez beaucoup de femmes, le fait de porter un bébé dans son ventre pendant très longtemps, ça abîme un peu le périnée. Et effectivement, bah, l'accouchement qui s'est peut-être fait un peu vite, mais c'est pas déchirure égale cystocèle, c'est un autre aléa que vous avez eu de par cette grossesse, cet accouchement. Et avec la rééducation, ça va vous aider dans le confort, etc. Enfin, tu vois, elle est hyper rassurante. Elle me dit c'est ça, elle me donne un grade et elle me dit ça peut se soigner. Elle me dit vous pouvez reprendre ça c'est important parce qu'elle me dit vous pouvez reprendre les rapports sexuels, il n'y a aucun souci et même ça va vous faire du bien parce qu'en fait ça va revasculariser la zone. Enfin, si vous n'avez pas, bien sûr, elle me dit si vous n'êtes pas mal, je sais pas quoi, enfin en gros il y a zéro, enfin moi c'est un feu vert complet, allez-y, ça va même vous faire du bien à la zone et tout. Donc tu es dans un truc de ok, bah en plus c'est bon pour mon corps, tu vois, donc vraiment hyper positif. Et voilà, et je ressors de là et ouais, je me dis j'ai un peu un point en moins de ok. Et à cette époque, j'ai toujours pas, j'ai une petite incontinence au gaz, mais je me suis pas fait caca dessus, je me suis pas fait pipi dessus. Donc déjà, elle me dit sur la partie symptômes convalescence, on est vachement bien aussi. Donc enfin, tout peut changer, mais il n'y a pas de raison de, tu vois, aller sur le côté positif de si déjà là vous êtes bien, ça va le faire, quoi.
Donc, c'est un peu, ouais, c'est un gros moment clé. Et après ça, on avait suivi 30 mes examens de proctologie. Donc, c'est une manométrie, donc c'est pas très agréable, mais c'est un examen où on va venir voir la tonicité des tissus, nanana, une échographie endo-anale, 30 séances de rééducation périnéale, donc vaginale et anale. Pareil, avec les sondes et tout, c'est pas le truc le plus agréable du monde, mais il fallait passer par là. Et donc, tu vois, le parcours, c'est des petites étapes et ça va de mieux en mieux. Et la rééducation m'a vraiment fait du bien. Et donc, sur la sensation de pesanteur et la béance vaginale, ça m'a vraiment aidé. Et je vais pas mentir, j'ai pas, d'un coup, j'ai pas plus du tout de pesanteur, plus du tout de gêne. Il y a des moments dans le cycle, si je suis malade, si je porte mon fils de nouveau, je sens des trucs que je n'avais jamais sentis avant dans ma vie. Mais ça va de mieux en mieux et c'est ponctuel. Tu vois, Ouais. c'est Et plus que la ponctuel. rééducation, c'est quand même, tu vois, voilà, c'est quand même, enfin, faut quand même en parler, quoi. C'est quand même, en fonction de comment elle est faite, si c'est manuel et tout, bah, c'est quand même Mm. des intrusions dans le corps, hein, donc Ouais, faut quand même s'y confronter. Il y a des femmes que ça peut bah, carrément rebuter et qui ouais. ne font peut-être pas la rééducation d'ailleurs. Tu fais la rééducation, c'est deux rééducations différentes, donc tu fais kiné. Ouais, euh, je fais de la kiné. En fait, encore une fois, c'est par moi-même, entre guillemets, à l'époque, et maintenant, c'est partie des conseils que je donne aux mamans. En lisant sur Internet, je me rends compte qu'il y a des kinés qui sont spécialisés en périnéalogie, oui. pardon, Mm. et qui sont souvent beaucoup mieux formés que les sages-femmes quand on a besoin de faire de la rééducation un peu intense. Intense, ouais. Et donc, du coup, plutôt qu'aller trouver une sage-femme, il y a un cabinet dans ma ville à Pantin, à l'époque qu'une kiné, et aujourd'hui elles sont trois, donc il y a une grosse demande. Et du coup, je prends rendez-vous avec elle, alors hyper décalé, j'ai pas commencé dans les 6-8 semaines après l'accouchement, évidemment, j'ai commencé 3-4 mois après, mais tu vois, j'ai un rendez-vous avec elle, enfin avec sa remplaçante en plus, parce qu'elle part en congé maternité. Et du coup, j'ai vu une kiné et ça change tout et je le dis beaucoup parce que j'ai eu des histoires plus ou moins positives de gens qui ont fait de la rééducation avec une sage-femme qui avait en fait finalement des gros soucis de périnée, qui n'avaient pas été Bien euh, rééduqué, quoi. bien rééduqués, bien Mm. remarqués, bien identifiés. Je pense que c'est important. Il y a un site que tu pourras repartager qui s'appelle Oui. l'AREP qui répertorie ces kinés. Et c'est important si on sent qu'on a une faiblesse. Enfin, il y a des gens qu'on n'auront pas forcément besoin. Une rééducation de 5-10 séances avec leur sage-femme suffira largement. Pour des gens qui ont un doute, qui ont des douleurs, des gènes, je pense qu'il faut aller voir un kiné. C'est leur job. Et il y en a qui font que ça. Donc vraiment, Mm. ils sont à fond, ils se forment en continu, ils lisent des trucs. Enfin, tu vois, c'est leur truc, quoi. Ouais, et bah, du coup, bah, tu sais que moi, c'est mon sujet clé, hein, c'est le parcours de soins qui est pluridisciplinaire. Donc, il y a kiné, mais il y a aussi des ostéopathes qui sont Ouais. formés sur la gynécologie et qui peuvent justement apporter une complémentarité. C'est-à-dire que le kiné va vraiment être, le ou la kiné va vraiment être là pour la rééducation. Et effectivement, il y en a qui sont spécialisés. Donc là, en l'occurrence, en rééducation périnéale, il y a des kinés qui sont spécialisés sur la rééducation après une mastectomie, par exemple. Donc, il y a vraiment des kinés Exactement. qui ont des spécialisations. Moi, dans mon board, il y a une kiné qui est spécialisée justement sur la cicatrisation. Donc, c'est Mm, vraiment sa spécialité. L'ostéopathie aussi, quand c'est formé à la gynécologie et à l'appareil génital féminin et au corps féminin, mm. va venir aussi plutôt sur le soulager des douleurs. Ouais, Donc, c'est hyper complémentaire parce qu'on a un côté la rééducation et de l'autre côté, soulager des tensions, soulager des douleurs, c'est super c'est complémentaire. clé. Ouais, ouais. Je voulais te poser une question. Donc, la kiné, ça va être pour la rééducation périnéale. Pour la partie rééducation du muscle anal, c'est à l'hôpital que tu le fais à Non, non, Saint-Joseph. non, non, c'est avec elle aussi, hein. Elle Ah, fait voilà, vraiment. c'est ça que Ouais, je elle voulais fait savoir. tout. C'est la même Elle fait kiné. tout. C'est la même kiné. On va faire abdominal aussi, parce qu'on va faire quelques séances, un peu moins, mais vers la fin, on va faire quelques séances de rééducation abdominale. Et pareil, j'ai eu de la chance sur les abdos, j'ai pas eu de diastasie, j'ai pas eu de gros trucs problématiques, donc on en fait parce qu'ils sont quasi inexistants, mais c'est pas le focus, on va dire, de mon sujet. Et Mais c'est donc la avec même elle, on fait. personne. C'est la même personne, ces deux sont différentes, mais elle sait faire les deux exercices et elle m'accompagne sur les deux trucs. Ouais. Non, mais ça, c'est hyper important parce que tu vois, je me dis, tu te retrouves avec ça. Euh, je sais pas psychologiquement, tu vois, avec la femme, Mm, comment elle peut se sentir, mm, mm, son rapport à son corps. Et le fait d'avoir une rééducation de ces deux muscles-là, c'est mm. quand même lourd. Ouais, C'est c'est pas mieux évident. si tu fais ça avec une seule personne. Enfin, tu vois, enfin, quand même, c'est pas évident, quoi. Oui, et puis le conseil, c'est aussi d'être en confiance. Alors, Bah voilà. conseil qui n'est pas toujours applicable, parce que si tu n'as personne autour de toi ou tu as une seule personne qui peut faire ça, bah, Mm. c'est toujours pareil. Hein. Enfin, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, tu vois. Mais si tu peux l'avoir et si tu peux trouver quelqu'un d'autre, il faut aussi se dire, le premier rendez-vous, c'est toujours un rendez-vous dans la rééducation périnéale
où personne va te mettre de doigt nulle part et juste on discute, on parle, on fait un débrief de l'accouchement, etc. Et justement, les kinés qui sont spécialisées là-dedans, elles vont justement assez dans le détail de est-ce elles lisent les comptes rendus, elles comprennent les trucs, elles posent des questions. C'est un peu plus quand même sur où on en est, le soutien émotionnel. Donc il y a aussi un feeling. On a le droit de dire en sortant de là, ah, j'ai pas de feeling et en fait, je me sens pas d'aller me Ouais, bien mettre sûr. avec cette personne. Et puis après, pareil, elles vont être plus ou moins. Moi, je pense que j'ai eu de la chance avec ce cabinet aussi, c'est-à-dire que elles me mettent, tu sais, elles découpaient un bout de papier, qu'elles te mettent dessus. Donc, bah, évidemment, il y a un moment, tu enlèves ta culotte, tu montes sur un truc, etc. Mais tu vois, elles mettent un petit bout de papier. Après, elles me laissaient mettre la sonde moi-même. Enfin, tu vois, des trucs Mm. où, bon, bah, tu te sens, c'est plus facile, quoi. Et toujours. Et après, bon, évidemment, moi, je représente pas non plus l'universalité. Je suis pas très, enfin, de base, je suis pas très pudique. J'ai jamais eu de souci à me mettre à poil chez la gynéco. J'ai pas de crainte, de peur par rapport à ça. Donc forcément, ça facilite aussi ces séances, etc. Mais je vois bien le genre de situation qui peut être très désagréable, très malaisante pour beaucoup de Bah, gens. c'est Donc le ça. praticien, il fait beaucoup là-dedans, tu vois. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que entre ce qui t'est arrivé dans ta vie avant, ton Exactement. rapport à ton corps, à un tiers, Mm, et puis les religions aussi, les mm, cultures, mm, ça peut être aussi hyper délicat. Donc là, j'en profite pour redire à quel point la rééducation est nécessaire mm, pour pas avoir de séquelles après, que ce soit bah là, dans le cadre du périnée complet compliqué, mm, mm. que ce soit anal ou urinaire, parce que Ouais. bah, c'est quand même ton quotidien après hein, Mm, qui est handicapé, que c'est beaucoup moins, même si tu lui as donné les chiffres, jusqu'à 3%, ça reste mm, peu, mais c'est quand même pas négligeable. mm. Donc voilà, et qu'il y a sûrement des femmes qui, sans avoir un périnée complet compliqué, ont Exactement, des des séquelles quand complications même à opérer. Ouais, et exactement. qui ne Ouais. savent pas et qui n'osent pas. Donc voilà, vous pouvez demander à des kinés spécialisés. De toute façon, on mettra dans les ressources, je remettrai aussi les kinés pour les mastectomies, parce que ça vaut le Ouais. coup. Si, je remettrai les ressources. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup dans quel état d'esprit tu t'es lancé sur cette seconde grossesse et comment tu abordes ton accouchement du coup pour à terminer Ouais. après l'épisode? On a. Alors, moi, déjà, je savais que j'avais envie d'avoir un deuxième enfant. C'était pas évident pour mon mari, donc tu vois, il y a déjà eu un petit temps de. Moi, alors, je savais que je voulais un deuxième enfant, mais je savais que j'en voulais pas un très rapproché. Donc, c'était pas, j'étais pas dans une logique de me dire il faut le faire le plus vite possible. Mais je sais que j'allais devoir travailler un peu avec mon mari sur l'envie de ce deuxième enfant, qu'est-ce que ça voulait dire pour la famille, etc. Donc, on a commencé à en parler assez tôt, tout en sachant très bien que je voulais pas retomber enceinte très tôt. Et aussi parce que cette récupération du corps, elle était hyper importante pour moi. Et tu vois, j'avais aussi envie de repasser par une phase où je me sentais bien dans mon corps, sans douleur, sans gêne, sans machin, qu'il avait récupéré avant de me dire que je repartais sur une grossesse qui, en plus, moi, j'avais vécu 3 premiers mois très compliqués avec mon fils où j'avais été très, très malade. Donc, tu avais un peu l'appréhension de dire un aîné, je me remets dans un truc où je vais vomir non-stop 10 fois par jour. Bon, tu vois, j'appréhendais un peu. Finalement, j'ai eu une grossesse, un début de grossesse incroyable, puisque j'ai eu, et donc maintenant j'y crois, même si rationnellement je savais que de grossesse pouvaient être différentes, mais tu vois, quand t'as été marqué par des grosses nausées ou d'autres maladies pendant la grossesse qui sont, enfin, pathologies qui sont reloues, bah, tu as quand même ça un peu ancré à l'intérieur de toi et tu te dis, je vais revivre ça pour une prochaine grossesse. Donc le message que je pourrais donner aux mamans, c'est que pas forcément. Donc moi, j'ai vécu une deuxième grossesse où j'ai eu 0 nausée pendant tout mon premier trimestre ou de manière hyper ponctuelle, mais c'était tellement rien par rapport à la première fois que j'avais l'impression que j'étais pas enceinte. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, ça c'est super. Et par contre, tout de suite, c'est reposé la question de très rapidement, si je suis enceinte, je vais réaccoucher. Donc, je le savais déjà il va y avoir un petit parcours sur comment je vais réaccoucher, comment je veux réaccoucher versus comment je peux réaccoucher, tu vois. Oui, parce Euh, qu'on t'a dit au bloc pour la première fois, vous ouais. n'accoucherez plus par voie basse. Est-ce que toi, tu restes bloqué là-dessus ou est-ce qu'entre-temps, ton obstétricienne t'avait dit non, non, tout peut être envisageable, on en reparle à ce moment-là, quoi. Elle, je ne l'ai jamais revue entre-temps, donc on n'avait pas revu cette discussion. Ma gynéco de ville, que j'ai revue avant qu'elle parte à la retraite pour mon suivi régulier, elle, qui pourtant était assez old school et tout, m'a dit oh là là, non mais des périnées complets, bah attendez, il y a plein de femmes qui réaccouchent par voie basse après un périnée complet, il faut se laisser le temps, c'est pas un. Enfin, elle était assez ouverte en mode césarienne, pas forcément, on verra. Enfin voilà, elle m'avait mis l'idée de c'est possible, enfin, je Ouais, vois pas, je surtout que vois tu as pas une laissé seule du temps. voie. Ouais, puis tu as laissé Voilà, du temps. Tu n'étais pas ouais, retournée enceinte 2 ans ouais, après, tu ouais, as quand même ouais. eu du temps pour cicatriser aussi. Ouais, exactement. Donc, elle m'avait mis ça dans la tête. Et puis, moi, ayant beaucoup lu du coup sur le sujet, sur la physiologie, ce truc, je me suis aussi dit, il y a peut-être une façon aussi que cette cicatrice
ne se reproduisent pas comme ça, c'est que j'accouche différemment. Enfin, déjà, c'est un deuxième. Accessoirement. Déjà, c'est un deuxième. Et puis, si je veux vivre les choses un peu différemment, peut-être que je mets toutes les chances de mon côté. Donc, moi, mon souhait, mon envie viscérale, c'était de pouvoir réessayer un accouchement physiologique, donc c'est-à-dire pas de péridurale ou le plus tard possible, et d'être debout, d'être mobile, d'avoir un conjoint qui est à fond préparé avec moi, qui m'aide à gérer la douleur pour pas avoir besoin de cette péridurale, et vivre l'accouchement en pleine conscience, debout si je le veux, assise, accroupie, n'importe comment, mais pas allongée, les pieds en l'air, avec une péridurale hyper dosée. Mais j'ai quand même fait l'exercice de, si je dois réaccoucher par péridurale, par césarienne, qu'est-ce qui se passe? Et donc, moi, je m'étais aussi beaucoup renseignée, j'en avais beaucoup parlé sur mon blog, de la césarienne extra-péritonéale, qui est un autre type de césarienne avec l'objectif d'avoir une convalescence et une récupération beaucoup plus facile que la césarienne qui est pratiquée partout aujourd'hui. Et donc, j'ai pris rendez-vous, et d'ailleurs, je lui parle la semaine prochaine, j'avais pris rendez-vous avec une des... Ils sont 5 praticiens en France à faire cette césarienne, donc Ouais, tu il n'y a pas vas à beaucoup Versailles, de... Ouais, les donc il y a pas... franciscaines. Mm. Là, c'est Docteur Bénédicte Simon, du Ouais, coup, bah que oui. j'ai contacté. Et donc, je vais faire ce call avec elle, mais entre-temps, je suis allée voir plein de maternités, d'endroits où accoucher. Enfin, j'ai vraiment fait le parcours. Enfin, en avril, j'avais des rendez-vous partout, quoi. Le côté, on s'inscrit dans une maternité et on s'y tient, je ne l'ai clairement pas fait. Là, je me suis dit, en fait, la priorité, c'est moi, donc je vais aller voir où est-ce que je me sens à l'aise, confortable de réaccoucher cette deuxième fois. Il se trouve que la conclusion aujourd'hui, c'est que ça sera de nouveau Port-Royal, mais c'était pas évident. C'est-à-dire qu'il y a un an, je disais à tout le monde, je réaccoucherai jamais à Port-Royal et je réaccoucherai jamais à l'hôpital public parce que pas de ressources, parce qu'on pourra pas m'accompagner, parce que machin. Mais tu vois, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, et notamment le débrief que j'ai eu il y a 2 semaines avec l'obstétricienne qui m'a redit, qui m'a réexpliqué. Enfin voilà, on a refait un débrief, et c'est marrant parce que je l'ai pas vu depuis 3 ans du coup, parce que moi mon fils est né il y a plus de 3 ans. Je suis rentrée dans la salle, elle m'a dit, Madame Lévesque, ah mais oui, ça me dit quelque chose. Et d'un coup, d'un seul, elle me dit, ah oui, non, mais des accouchements comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et elle m'a redessiné ma déchirure en live de tête. Alors que ça fait 3 ans, on est dans la plus grande maternité de France, il y a 5500 accouchements par an. Enfin, tu vois, je me suis dit, ah ouais, elle est solide, quoi. Et du coup, quand je me dis, moi, j'ai plutôt un projet physio, enfin, tu vois, et elle était à l'écoute de tout ça, pas dans un truc justement où des fois, tu as des obstétriciens qui sont en mode zéro risque, donc ah non, mais c'est même pas la peine de réenvisager une Mais bien voie sûr. basse, ou physio, mais de quoi vous me parlez, machin. Non, elle était en mode, Mm. mais je comprends tout à fait, de toute façon, vous avez raison, hein, écoutez, péridurale, extraction instrumentale, enfin, en gros, tous les risques étaient là pour que ça se déchire. Si vous me dites que vous voulez un accouchement physio, c'est votre deuxième, vous serez préparé différemment. Elle me dit, moi, je vois pas de souci. Elle sentait que j'étais pas encore hyper sereine. Elle m'a dit, ce que je vous propose, c'est de restaffer votre dossier. Donc, en fait, je prends votre dossier, on a un comité médical tous les vendredis matin, moi, c'était un jeudi. Donc, elle me dit, je le mets demain, votre dossier, au comité médical, et je vous appelle pour voir ce qu'il en ressort. Et elle m'a appelé le lendemain, et elle me dit, feu vert, tous les chefs de service me disent feu vert pour la voix basse. Donc, tu vois, ça t'enlève un truc de dire, OK, voilà. Et après, elle m'a même aidée. J'avais dit, si je veux faire un accouchement physio, idéalement, en fait, je ne le voyais pas à Port-Royal, je le voyais avec un groupe de sages-femmes libérales qui accouchent en plateau technique et qui fait de l'accompagnement global à la naissance. Donc, Ouais. c'est la sage-femme qui te suit pendant toute ta grossesse, qui sera là le jour de ton accouchement. Et j'ai dit, du coup, je l'envisage là-bas, mais je ne connais pas la clinique. Est-ce que vous la connaissez? Et on a quand même passé 5 minutes pendant notre débrief où elle a regardé les médecins qui étaient là-bas pour voir si elle en connaissait. Et elle m'a dit, ce qui était important de regarder, elle m'a dit, en fait, ce qu'il faut savoir dans un périnée complet compliqué, c'est qu'en général, ce ne sont pas les gynécos qui recousent, ce sont des chirurgiens et des proctologues. On est très peu à être formé en gynéco à recoudre correctement cette déchirure, sauf évidemment à Port-Royal, dans d'autres gros CHU en France, parce que on est formé à ça, parce que beaucoup d'accouchements, mais dans les plus petites maternités, on fait appel aux chirurgiens. Donc elle dit, il faut que vous vérifiez s'il y a un service de chirurgie, s'ils vont pouvoir se déplacer. Elle me dit, il faut que ça soit l'important que ça soit recousu dans les 6 heures. Donc, et tu vois, elle m'a donné un peu les critères. Après, j'avais tout en main. Et en fait, en réfléchissant un peu avec mon mari, et puis même, tu as un sentiment un peu irrationnel qui est en toi de où est-ce que je suis en sécurité. Et je me suis dit, Bien sûr. en fait, je le vois bien à Port-Royal, on va se préparer différemment. Mon objectif, c'est d'utiliser la salle nature. Mon mec, il va du coup enfin, voilà, il va faire les séances, une préparation à l'accouchement différente de celle que j'avais fait, et il va s'investir à fond, il va lire tout ce que j'ai lu. Enfin, tu vois, je l'ai fait tout Bah doux. oui, bien sûr. Et s'il se repasse un truc comme une grosse déchirure, ou voilà, ou si je dois avoir une césarienne, parce qu'il y a toujours il y a le plan et il y a la réalité,
je sais que je serai à peu près au meilleur endroit à Port-Royal. Donc, tu as Mais un je pense, sentiment de sécurité non voilà. expliqué. Je me dis, Mais c'est je là où pense, je serai OK, quoi. je pense que ce sentiment de sécurité vient aussi beaucoup de cette obstétricienne qui a l'air Ouais. à la fois extrêmement compétente et très humaine, ce Mm. qui est, on va le dire, rare aujourd'hui. Ouais. Ouais. De la part voilà, d'obstétriciens à l'hôpital. Il y en a, et j'en rencontre Mm. beaucoup, donc il y en Mm. a, mais malheureusement, dans le volume, et quand on voit, toi comme moi, les volumes Mm. de retour de femmes Mm. qu'on a, clairement, on n'en C'est a pas le pas cas tout le assez. temps. Ouais, Donc clairement. je pense peut-être que ton sentiment de sécurité vient de là aussi, parce que elle respecte en fait ton choix et elle va Ouais. pas te surmédicaliser si tu as pas besoin. Et Ouais. évidemment, tout ce qu'on te souhaite, c'est un accouchement tout doux en Mm. salle, en salle nature, Ouais. avec le moins d'anesthésie possible, et en tout Ouais. cas, surtout un vécu pour toi et ton bébé Mm. qui soit le mieux. Et évidemment, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu es hyper informé et que si tu dois partir en césarienne, tu le fais en conscience, tu sais Ouais. pourquoi. Et Mm. évidemment, tu le vivras beaucoup moins mal Mm. que quelqu'un à qui on n'explique rien. C'est Je ça. reviens sur le fait de dessiner. Moi, c'est quelque chose que je recommande, que j'ai fait moi-même, parce que moi, j'ai Mm. eu 18 points interne-externe pour mon épisio la deuxième fois, qui était limite vraiment du complet. Mm. Et pareil, on m'a dit non, non, pas tellement, mais quand une fois qu'on m'a fait le dessin, j'ai fait ah, Mm. oui, oui, oui. Mm. Mm. Et donc, dessiner, c'est hyper important. Et moi, C'est je ça. recommande aussi aux pros de santé en leur disant, quand vous faites même si vous êtes kiné et que vous voyez en fait dessiner la cicatrice, Ouais. et quelle que soit la cicatrice du corps d'ailleurs, hein, ça peut être aussi des personnes qui sont opérées dans le dos qui ne voient pas leur Ouais. cicatrice, mais pour la femme, pour l'intimité, etc., dessiner les cicatrices, parce qu'il y a des femmes, tu vois, qui n'osent pas regarder mais qui peuvent toucher. Et Ouais. si vous l'avez dessiné quand elles touchent, elles s'imaginent, elles visualisent où Ouais, elles ce que sont sur c'est. leur corps, et c'est hyper important. Donc, encore une fois, cette obstétricienne est géniale. Euh, Écoute, c'est un super. Enfin, voilà, je pense que tu es hyper préparé là, c'est Mm. génial. On te souhaite évidemment un accouchement magique, même si on sait que voilà. En tout cas, Il y a le plan et la réalité, mais en tout voilà, cas, tu voilà, es on fait ce hyper qu'on peut. outillé, et c'est génial. Avec toujours à gérer le fait que c'est ton deuxième enfant, donc tu auras aussi numéro un à pouvoir Exactement. déposer quelque part pour que ton mari soit avec toi. Et ça, c'est aussi Ouais. des fois un peu compliqué. Donc, si vous Ouais. pouvez le faire, c'est plan idéal. Avant qu'on finisse l'épisode et que je te pose les questions classiques de fin, est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur ton changement de vie professionnelle et comment il est lié à ce parcours, à ces cicatrices? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, oui, oui. Moi, je suis devenue maman, donc en 2020, j'étais salariée. J'étais gestionnaire grand compte dans t'en as parlé tout à l'heure, chez Alan, qui est, pour celles qui ne connaissent pas, une assurance santé digitale, une grosse start-up française. Donc, j'étais déjà un peu dans le milieu de la santé, mais bon, pas forcément sur le sujet de la santé des femmes, du corps des femmes, etc. Et c'est vraiment le devenir mère qui m'a ouvert tout un nouveau champ des possibles. Enfin, déjà, je suis tombée à pieds joints dans le postpartum, et avec tout ce qu'on s'est raconté là, de découverte par soi-même, en se disant, mais en fait, comment c'est possible qu'on ne prévienne pas les femmes, qu'on ne les accompagne pas, qu'il n'y a absolument rien une fois qu'on a accouché. Ça a été une vraie prise de conscience. Et du coup, je suis hyper militante là-dessus, auprès de mon cercle proche, de mes amis, Ouais, enfin, tu c'est vois, des gens génial. qui Ouais. accouchent autour de moi. Mm. Et c'est ce qui a donné du coup naissance à mon compte Instagram, In Mamas We Trust, qui était justement l'optique d'avoir un réseau solidaire entre de la mise en relation en fait entre mamans un peu plus expérimentées et jeunes mamans qui auraient vécu la même chose mais qui ont besoin de Mm. se confier, d'écouter, etc. Et je partage aussi des témoignages, des récits Ouais. justement d'accouchement et de postpartum. Et fin d'année dernière, donc fin 2022, c'est un sujet qui devenait de plus en plus pressant, et je voyais passer beaucoup de choses sur les sujets de la femme tech, de la santé des femmes, et je me disais en fait j'ai envie d'être en train de faire ça. Donc quand on se dit j'ai envie d'être en train de faire ça, c'est que on n'est pas forcément, enfin on n'est plus bien là où on est. Bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais, exactement, Donc, exactement. Et du coup, quand on s'est rencontrés en janvier, conférence. ouais, exactement. Et du coup, tout s'est un peu accéléré. Il s'était passé aussi plein de choses fin 2022 d'un point de vue perso, émotionnel, etc. Et je me suis dit, en fait, la vie est trop courte pour pas faire ce qui nous fait kiffer. Vibrer. Donc, en fait, c'est Mm. maintenant. Et du coup, je suis partie assez vite parce que le gros avantage d'Alan, c'est qu'il y a une culture d'offboarding qui est assez géniale. Donc, moi, quand j'ai dit officiellement début janvier, je pars, j'étais partie le 1er février, quoi. Mm. Donc ça, c'était chouette.
Et depuis, j'ai pris le temps de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Donc ça, c'est chouette. J'ai eu effectivement énormément d'échanges, février-mars, avec plein de gens différents, des entrepreneurs et plutôt euses, enfin des femmes, parce qu'effectivement, Mmh. à Femtech, il y a beaucoup de femmes, des praticiens de santé, des gens intéressés par le sujet qui se disent juste: «J'ai envie de faire un truc», enfin hyper intéressant. Et avec une conviction qui était, même si je trouve pas un projet business, si j'arrive pas à trouver le projet que je veux monter, avec lequel je vais vivre, j'ai quand même envie de me réinvestir dans cette communauté, de monter une association et de, tu vois, pouvoir faire perdurer un peu mon engagement, sur le sujet du postpartum, de l'accompagnement des femmes, quoi que je fasse, et même si je dois reprendre un job salarié dans quelques années, j'aurais envie d'avoir ça. Donc du coup, je mets un peu d'effort là-dedans aussi. J'ai créé l'association Une Mamas We Trust pour faire des rencontres physiques, autour de chez moi. Entre jeunes mamans, je m'implique un peu plus sur l'animation du compte Instagram. Et à côté de ça, j'ai fait une très belle rencontre justement via LinkedIn aussi, d'une femme qui a la double casquette de sage-femme et psychologue, Mmh. et qui travaille depuis de nombreuses années sur une méthodologie de dépistage des risques de la dépression, Mmh. des marqueurs de risque de la dépression. Et l'idée, c'est que là, on avance ensemble, de manière un peu informelle pour le moment, mais avec l'objectif que je devienne associée, qu'on soit associées toutes les deux dans ce projet d'une application, qui soit en fait un auto-questionnaire de dépistage à mettre entre les mains de tous les jeunes parents. Et je dis parents parce qu'évidemment, il y a la maman, mais attention, la dépression postpartum, elle concerne aussi les papas. Et Ah oui. surtout, même si elle concerne la maman, elle impacte le papa, elle impacte l'enfant. Et donc ça, c'est quand même aussi important, c'est de se dire que c'est Ah un ouais, enjeu ouais. Le de santé second parent, publique, de ouais. famille, quoi. Enfin, Le c'est pas second que... parent est impacté très gravement Exactement. et on a fait un atelier avec une sage-femme justement là-dessus, sur la dépression du postpartum du conjoint ou de la conjointe. Tu vois, dans le dernier témoignage que j'ai publié, le dernier épisode de podcast, c'est Ouais. un couple parce que lui, justement, voulait en parler. Leur enfant va avoir 3 ans et ils ont tous les deux, lui aussi, Mm, pleuré encore pendant cet épisode. mm, Pourtant, voilà, c'est un couple avec qui j'échange régulièrement et lui, il est professionnel de santé et ça passe pas. Et il y a des ouais, femmes que j'ai interviewées dans le podcast, tu vois, comme toi, et dont le conjoint ne veut pas d'autre enfant pour le moment mm, parce qu'il est trop marqué, il a eu trop bien peur de sûr. perdre sa conjointe. Alors, j'ai pas eu trop de témoignages de conjointes dans des couples de deux femmes, Mm, mais en tout cas, dans les couples hétérosexuels, j'ai pas mal de retours d'hommes qui mm, sont très très marqués et qui se voient pas se lancer dans une nouvelle ouais. grossesse de peur de perdre leur femme, en fait. Ah ouais, ouais. Euh, Ah non, mais il donc, y a euh, 2 su je pense qu'il y a 2 sujets. En fait, l'accouchement, pour la personne qui est pas en train de le vivre dans son corps, il peut être très traumatisant, et en fait, on ouais, a tendance à vachement, mettre ça de côté, alors qu'en fait, et moi, ça faisait partie de la discussion avec mon mari aussi. C'est quand même que, même s'il a pas encore complètement mis le doigt dessus, mais il avait commencé à en parler, bah, pour d'autres sujets. Il voyait une psy, il a fait de l'EMDR et tout, et je lui ai dit: «Bah, je pense que ça vaudra le coup de retravailler l'accouchement». Il y a quand même un truc qui était pas complètement digéré sur, toi, t'es parti, on sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, je suis avec un enfant que je connais pas. Enfin, exactement. qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, en fait, c'est Exactement. pas ça le Et truc. sans accompagnement en plus, souvent, ils Oui, se retrouvent voilà. avec le bébé tout seul, Et ils on savent pas quoi n'explique faire. pas, et voilà. Et Exactement. donc, il y a ça, de toute façon, c'est Et un puis même, tu sujet. disais la dépression des parents, j'ai envie de dire aussi sur l'après, c'est-à-dire les premiers mois, parce qu'il y a Voilà. aussi des couples où en fait la femme, de par la relation à l'enfant, etc., ça va à peu près. Et puis des fois, bah, c'est le conjoint qui plonge parce qu'en Mmh. fait, le rôle de parent, ça reste difficile, Ouais. ouais, et ça fait parfois écho à des vécus personnels. Mmh. Et c'est génial parce que finalement, tu peux arriver avec ce travail-là à toucher le juste avant, le pendant, le juste après et Ah oui, même oui, bah, peut-être l'année qui suit. Et c'est une ça, c'est longue génial. période. Non, non, c'est une très, très longue période, et c'est pour ça que, en fait, souvent quand je parle de postpartum, les gens, ils ont l'impression que ça va être 3 mois. une période niche où on se parle de quelques semaines, quelques mois. Non, Ouais, du ouais. tout. Et en plus, quand je parle du postpartum, je parle de l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs de risque, et notamment liés à l'histoire de vie de la Mmh. personne. Et donc, en fait, voir une psy, se faire accompagner, faire un pré-dépistage, quand on est enceinte, enfin, dès le désir de maternité et quand on est enceinte, c'est déjà important, parce que là, on peut mettre des choses en place qui vont faire qu'on ne va pas développer une dépression postpartum en tant que parent, une fois que l'enfant sera là. Et ça, on est capable de le dire aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut un peu. C'est la prévention, c'est tout le sujet de la prévention, en fait. C'est Bien sûr, aujourd'hui, on dit bien qu'il y a sûr. 20% des mères qui font une dépression de postpartum et 10% des pères. Donc, c'est déjà 150 000 personnes, enfin 150 000 femmes, 75 000 hommes, mais c'est largement sous-estimé, je pense, Bien parce que sûr, les gens ne se font pas diagnostiquer bien sûr. correctement. Mais des fois, ils ne savent Euh, même pas ce qu'ils ont, tu et ils ne sais? savent pas ce qu'ils ont, exactement. Et ça, dans mon livre blanc, on le voit très bien. Sur le livre Ouais. blanc, on a quand même 35% des femmes qui ont répondu. Alors, c'était que pour les femmes, je le redis, ce livre blanc. Mais 35% des femmes qui disent: «Avez-vous fait une dépression? Je ne sais pas». Quand on répond Ouais. «je ne sais pas» à une question, ça veut dire
on était suffisamment mal pour s'être posé la question, mais personne ne m'a dit oui ou non, je suis en dépression pendant mon postpartum. Donc Mmh. ça fait quand même un peu flipper parce que le oui, il est autour de 16-17, donc c'est dans les chiffres nationaux, enfin, c'est clairement en ligne. Par contre, le je ne sais pas, bah, c'est Mmh. cette énorme bulle où en fait, il y a probablement des gens qui vivent les symptômes d'une dépression plus ou moins sévère et qui le vivent tout seuls. Et ce qu'on sait aujourd'hui aussi, et je dis pas du tout ça dans une optique de culpabilisation, mais c'est que ça montre l'importance de s'emparer de ce sujet. La dépression non traitée chez les parents a un impact dans le développement de l'enfant. Donc en fait, il faut qu'on accompagne ses parents parce qu'en fait, c'est hyper important dans le développement de la famille, les liens d'attachement, le développement de l'enfant, etc. Oui, et Et puis c'est que c'est. on va rappeler le chiffre quand même, c'est que le suicide est la cause, de Mm, mortalité. Alors certains disent 1, d'autres 2, mais en tout cas quasi ex aequo avec les risques cardiovasculaires ouais, pendant la première année de vie de l'enfant. ouais. Donc je redis, le suicide est la première cause de mortalité des femmes avec les cardiovasculaires dans la première année de vie de l'enfant pendant donc 1 an, on est en 2023 Ouais. et Et moi ça, je me c'était bats pas le cas. Et ça, c'était pas le cas avant. Et c'est en train de ouais, changer. Ça veut dire qu'il y a un gros mmh, dérèglement, enfin organisation mmh, sociale, mmh, sanitaire, qui fait mmh. que on n'accompagne plus suffisamment bien les parents. Et c'est quand même dramatique de se dire ça en France aujourd'hui, Et quoi. tu vois, là où moi je me bats avec toi aussi là-dessus, c'est que sur le cas des cicatrices donc pathologiques, et on a le chiffre pour les césariennes, on l'a pas pour les autres. Mm. On sait que le risque de dépression du postpartum est C'est plus majoré élevé. de Ouais. 15 quand on Mm, a une césarienne. Ce qui est intéressant et c'est là où moi du coup je vais faire le livre blanc du coup complémentaire sur la mm, partie donc, parcours de soins, mm. postpartum mais plutôt en fait ta vie après avec tes Ouais. cicatrices Ouais. pathologiques, c'est d'avoir en fait les explications. Il y a c'est quoi dans ces 15? Est-ce que comme Mm, tu dis, c'est détecter des risques, enfin des prédispositions qui font que mm, peut-être tu pourrais plus facilement, par ton histoire de vie, mm, à faire cette dépression. Est-ce que c'est juste lié à ton accouchement? Enfin, tu vois? mm. En fait, on a le 15 mais on ne sait pas, ce Ouais, qu'il y a ouais. dedans et Ouais, donc c'est pas ça évident. sera super intéressant et même, dans le fait que cette première cause, dans la première année de vie de l'enfant, c'est pareil. On sait le chiffre, mais on ne sait pas, heu, quel est le trigger point non Mm. plus. Quelle est la part Ouais, vraiment, ouais. tu vois, de prédisposition ou pas, Bah, de toute façon, c'est tu vois? enfin, ce qui est certain, c'est que la dépression est multifactorielle. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir tous les facteurs de risque et qui ne vont pas développer de Absolument, dépression, et certains qui vont en avoir que quelques-uns et qui vont la développer. Mais en tout cas, c'est jamais une seule cause, c'est un absolument. ensemble de choses. Donc, ça, c'est quand même important de le rappeler. Après, par contre, ce qu'on sait aussi dans les études, c'est que 9 suicides sur 10 pourraient être évités s'il y avait un accompagnement et un suivi, un parcours de Bien soins sûr, adapté. bien Donc, c'est sûr. quand même terrible. Donc, il y a une femme qui se suicide tous les mois à cause de la dépression postpartum en France. Mmh, Bah, il y a quand même mmh un et truc à encore une régler, fois, on quoi. dit pas ça pour faire peur, on dit ça pour prévenir et l'entourage, les conjoints, conjointes, les entreprises et les femmes elles-mêmes, que, Exactement. c'est pas anodin et que si on se sent bizarre, même si on sait pas que c'est de la dépression, si on se sent bizarre, pas bien, bah, il Mm. faut, sonner, l'alarme. Alors, on parle souvent des PMI, moi je mets un gros veto parce que, oui, mais moi je suis un exemple, j'ai été en ville ultra-urbain et Ouais, campagne, il y a dans les 2 cas, j'avais pas de PMI. Donc ouais. la PMI, oui, mais c'est pas le seul Oui, c'est recours. pas le seul. Non, non, Le bah, ouais. 1er pro de santé, le premier acteur de santé ou de confiance, il faut lui parler. Ça peut être votre sage-femme pendant les rendez-vous, ça peut être votre pharmacien, ça peut être, même, si votre enfant est gardé dans une crèche, par exemple, il y a souvent un psychologue ou en tout cas la directrice de crèche, peut être, souvent elle est puéricultrice. Enfin, je veux dire, il faut absolument parler à quelqu'un et pas forcément vous dire: «Oui, je vais prendre un rendez-vous avec un psy», pas savoir, chercher pendant 6 Ouais, mois et voir personne. Donc, exactement. les PMI, c'est bien, mais attention, il y a des endroits où il y a plus de PMI. Mmh. Donc, nous, on dit plutôt, contacter le premier acteur de santé de confiance, Ouais, à qui vous pouvez, dire: «Voilà, vraiment, j'ai des idées bizarres, je me sens ouais, pas bien, j'ai plus de joie». Parce que parfois, ouais. c'est pas forcément pleurer. Vous pouvez être une très bonne maman, comme enfin, toi, tu en parles aussi très souvent et tu fais un travail incroyable aussi là-dessus. Vous pouvez être, bien vous occuper de votre enfant, bien même vous occuper de vous-même, apparaître comme ayant bien et en Mmh. fait, vous êtes Et pas vide. aller bien. Ouais, Vous ouais. êtes vide, vous sentez vide, vous avez plus de joie, vous avez plus d'envie de rien et cette apathie, souvent, c'est un des symptômes de la Mmh. dépression. Donc, non, franchement, merci pour ton travail, merci pour ton témoignage. Du coup, bon, est-ce que tu peux quand même donner 3 conseils, aux femmes qui, vivraient ce parcours de périnée complet compliqué? Voilà, vraiment sur cette partie-là. Quels seraient Mmh. tes 3 conseils, clés que tu donnerais? Je pense que le premier, on s'en est parlé un peu tout à l'heure, mais ça vaut pour,
pour des femmes qui auraient ce vécu-là, mais pour toutes les autres aussi, c'est que au maximum, il ne faut pas repartir de la maternité sans un compte rendu de son accouchement. Et donc, du coup, il faut, c'est un droit. Après, si la personne nous dit, OK, elle sera faxée, elle sera envoyée par mail dans 2 jours, enfin, peu importe, mais en gros, il faut avoir fait cette démarche auprès des professionnels de santé. Et je pense que c'est clé dans la digestion, puis la guérison, quel que soit l'accouchement. Donc, ce papier, il est important. Et puis, en amont aussi, j'ai envie de dire, c'est bien choisir son lieu d'accouchement. Encore une fois, je le sais, et on l'a redit tout à l'heure, des fois, il n'y a pas le choix et c'est malheureusement, ça va être de plus en plus le cas, en France. Mais quand on a le choix, il ne faut pas se dire, «Bon, bah, c'est la maternité qui est à côté de chez moi, c'est là». Si on n'a pas un feeling, si quand on parle avec les gens qui nous reçoivent, les sages-femmes, quand on voit l'anesthésiste et cetera, on a le droit de challenger, on a le droit de s'inscrire dans plusieurs maternités. En fait, c'est un moment qui est tellement clé dans votre vie, l'accouchement, que vous avez le droit aussi de vous dire, «Qu'est-ce qui va être le plus adapté pour moi?» Donc en fait, Mmh. se renseigner et choisir son lieu d'accouchement quand on a le choix, la possibilité de le faire, c'est important. Et puis, c'est, je dirais que le dernier truc, c'est s'écouter et ça, je le vois parce que moi, j'ai échangé du coup avec beaucoup de mamans qui ont eu des périnées complets et des périnées complets compliqués parce que c'est un peu aussi, les mises en relation au fil de l'eau, Bien mon sûr, compte, d'autres comptes sur lesquels je suis allée et bien cetera sûr. et je le vois effectivement que les suites de couches, le parcours est pas du tout linéaire, et des fois est même, assez ahurissant, compte tenu de ce qui s'est passé et donc en fait, c'est vous faire confiance. Si vous avez mal, s'il y a un truc, une gêne, quelque chose qui vous paraît pas normal, en fait, il faut continuer à aller voir les professionnels de santé. Donc vous allez changer de médecin, vous allez voir une autre gynéco, vous allez voir un autre médecin traitant, vous allez voir une autre sage-femme, vous allez voir un autre kiné et vous allez leur dire: «Il y a un truc qui va pas, j'ai besoin d'être accompagnée différemment, j'ai besoin qu'on me réexplique». Et en fait, ça, il faut pas lâcher parce qu'en fait, ça va être tellement clé pour la suite que si on a l'impression que la suite de couches, et donc ça peut durer des semaines, des mois, elle n'est pas faite correctement, il faut la challenger, il faut aller voir d'autres gens. Et je sais qu'en tant que femme, c'est toujours un peu le sujet, on a l'impression de ne pas avoir le droit, d'être casse-couille, de ne pas pouvoir se plaindre, etc. Non, en fait, là, on se parle de votre santé, de votre quotidien, c'est trop important, donc il faut le faire. Et c'est aussi comme ça, en challengeant les professionnels de santé, qu'on va les faire changer et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, quoi. Oui et qu'on peut tomber sur, un professionnel de santé aussi génial que ton obstétricienne Exactement, et exactement. Et qui et vont et et changer la donne dans le parcours, quoi. et c'est génial, tu sais que c'est ce qui j'ai fait un petit mot en story ce matin sur le compte de Wounded Woman et j'ai dit exactement ça. J'ai dit bon déjà, je rappelais aux femmes que c'était capable et tout et je leur ai dit: «N'écoutez pas quand on vous dit que c'est dans votre tête. Si Mmh. vous avez une douleur ou un doute, consultez». Tu vois, c'est marrant, c'est Mmh. exactement ce que je leur ai dit Mmh. ce matin et c'est clé et comme tu as dit, on se l'autorise pas, Mmh. et je remettrai dans les références aussi le compte, non pas du tout, le site de Deuxième Avis, qui est un OK. site aussi qui permet, de demander un deuxième avis médical ou voilà, qui est habilité, vous donnez, vos éléments et en fait, il vous donne un deuxième avis, et ça, c'est super important quand, on n'ose pas aller, d'un cabinet à l'autre, Mmh mh. c'est bien aussi déjà, par exemple, de Ouais. pouvoir passer par eux, donc je remettrai la référence. Dernier message pour conclure, quel message, tu veux faire passer, pour conclure cet épisode? Et beh, il faut se enfin moi ce qui me rend vachement plus confiante dans cette deuxième grossesse, deuxième accouchement, parcours à venir, c'est, le fait que je me sens, 1000 fois plus renseignée que je ne l'étais il y a 3 ans. Donc je conseille à toutes les femmes de faire ce travail de préparation, de se renseigner et qu'en fait, le plus on est éclairé, le plus on a de chances de vivre une naissance apaisée. Alors apaisée, ça ne veut pas forcément dire, une naissance telle qu'on l'aura imaginée ou une naissance physiologique absolument, c'est juste on est au courant, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'on va devoir, demander, ce qu'on est en droit de demander aux professionnels de santé et donc vraiment ce travail de préparation, je pense qu'il est clé. Je sais que tout le monde le fait pas, qu'il y a encore, que c'est encore compliqué, mais en fait, renseignez-vous au max, parlez avec vos copines, suivez des comptes qui partagent des super infos, allez lire des choses, et arrivez équipés, pour poser les bonnes questions et dans tous les cas, il y a beaucoup plus de chances que votre accouchement se passe, de manière sereine en tout cas et que vous soyez, hem, consciente et OK avec ce qui va se passer, même si c'était pas votre plan initial. Et ouais, le savoir, c'est le pouvoir. Je suis entièrement d'accord. Exactement. Je suis entièrement d'accord et je rajouterais pour compléter et accepter aussi d'entendre des choses qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous font Oui. peur parce que ça peut vous arriver et à partir du moment où vous le savez, il y a une petite graine dans votre tête, ce qui fait que quand ça se passera, si jamais malheureusement ça doit se passer, ça ne vient pas vous surprendre et vous prenez pas un mur. Mmh. Et ça, je le redis parce qu'on a souvent, quand on fait les préparations, on occulte certains sujets. Donc par Mmh. exemple, la césarienne en fait partie. Et le périnée complet pour en faire Ouais. partie aussi et il faut pas l'occulter parce qu'en fait, voilà, c'est votre santé, c'est votre vie Mmh. et même si ça fait pas plaisir, ben, faut quand même jeter un petit Ouais. coup d'œil au sujet.
Moi, je préfère Merci. toujours une maman. Oui, et puis juste pour rebondir, désolée Audrey, moi, je préfère toujours une maman, et j'en ai eu qui me disent, ah bah en fait, c'était pas si terrible que ça, Mm, mon accouchement, mon postpartum. Enfin, en fait, globalement, ça s'est super bien passé. Qu'une maman qui me dit, oh, mais quel enfer, j'étais pas au courant, mm. je sais pas vers qui me tourner. Et donc, Ouais, gardez ça en tête. En fait, il vaut mieux qu'on se dise, ah ouf, c'était pas si terrible. Bah génial, en fait, c'est la meilleure chose qui puisse, c'est clair. qui puisse vous arriver. Non, c'est clair. Franchement, merci pour ton témoignage et je te le redis aussi, ta générosité, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même de l'intime. Même si on dit qu'il faut en parler, se livrer, c'est jamais non plus super simple. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout ton travail avec In Mama We Trust. Je remettrai, tu me donneras ce que tu veux qu'on mette, donc le Oui. compte Instagram et les autres contacts. N'hésitez pas à contacter Lisa. D'ailleurs, tu veux qu'on te contacte plutôt sur Instagram? C'est le Oui, lien. Instagram, c'est Ouais. parfait. Ouais, ouais, D'accord. c'est Donc, idéal, ouais. je remettrai le compte. Et écoute, je te souhaite bon, on se parle, hein, mais Mm. je te souhaite en tout cas une belle suite de grossesse. Et puis, que tu puisses ensuite revenir nous débriefer ton deuxième accouchement, nous Oui, dire j'espère. comment ta résilience est allée jusqu'au bout de ton parcours, quel qu'il soit. Merci beaucoup pour ta confiance, merci beaucoup pour tes conseils, merci beaucoup pour tout ton travail. Et écoute, je vous dis à très très bientôt et à très vite, Lisa. Merci beaucoup, Audrey. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que ça vous a intéressé et surtout que vous vous êtes sentis moins seul. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à une femme autour de vous qui en aurait besoin, une amie, une femme de votre vie qui pourrait être soulagée d'entendre ce parcours et y trouver des réponses. N'hésitez pas aussi à noter le podcast et à lui mettre un petit commentaire, ça aide à ce qu'il se fasse connaître. Et vous savez que c'est fort utile quand on crée un podcast, en plus de son activité par ailleurs, d'avoir un petit coup de pouce. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très vite.